Bonsoir à tous, il fait beau, il fait chaud, on est sous-payé, mais on a décidé de quand même profiter de l'été. Bienvenue au Summer Intern Talk, votre rendez-vous du summer, si vous êtes des stagiaires comme nous. Actu, info, bonne ambiance, la recette des sports d'hiver réussis. Pour nous accompagner aujourd'hui, on a la délicate et douce Raphaël. Comment vas-tu? Bonjour à tous. On a également Léa. Enchanté. Salut. Et bien sûr, le pilier, le poteau, la force tranquille de l'émission, Gabriel, aka le boss. Merci Antoine, merci à vous de nous écouter pour notre premier rendez-vous de ce podcast. Les stagiaires au centre de l'attention, c'est pour le moins assez rare. Ne vous méprenez pas, ce podcast s'adresse aussi à vous qui ne faites pas de stage dans vos cursus, parce que démarrer un stage, ça ressemble aussi à un premier emploi, ou encore à vous qui êtes dans la vie active depuis 2, 3 ou 19 ans, parce que recruter et ou accueillir un stagiaire n'est pas toujours évident. Ça s'adresse aussi à vous, jeunes curieux, qui appréciez qu'on vous relate et qu'on vous donne les coulisses de la vie de tous les jours de parfaits inconnus. Bref, vous l'aurez compris, ce podcast est polyvalent et vous y trouverez toujours un bout de votre bonheur. Coupé, magnifique. Je trouvais que c'était un très beau laïus. Merci, ça fait plaisir, c'est préparé. Avant qu'on commence, on va forcément vous demander de soutenir l'émission parce qu'on le fait ça avec plaisir, mais ça fait du bien de savoir que vous appréciez. N'hésitez pas à rejoindre le Facebook, l'Instagram, Copains d'avant, etc. On sera disponible, Inch'Allah, sur YouTube, mais sûrement sur Spotify, si Dieu le veut. Alors, forcément, aujourd'hui, on a décidé de réunir des profils un peu différents, mais unis dans un but commun, c'est-à-dire réussir. Oui, merci. Je me donne. Et forcément, deux personnes du coup qui sont issues d'écoles de commerce et non des moindres. Léa, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et dans quel domaine tu officies? Alors, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, je suis en 4e année d'école à Paris. Et actuellement, je suis en stage, moi je suis dans la filière je suis en logistique. Et donc je suis dans une start-up à Paris. Ok, en logistique du coup... Logistique, grosso modo, gestion de flux et analyse de coûts. Ok, on fera une espèce de traduction pour les moldus comme moi tout à l'heure. La Startuptation. Raphaël, d'où viens-tu? Alors bonjour à tous, moi Raphaël, 22 ans, parisien de naissance, mais qui a récemment immigré à Reims, Ça arrive, à mec. Neoma. Et je suis actuellement en première année de master en marketing. En Voilà marketing tout. du coup. Putain, super intéressant, des profils incroyables. Bien choisi en tout cas, hein, c'est assez fou. Je vais juste revenir, Raphaël. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie marketing? Alors, Antoine, tu dois le savoir, les maths ne sont pas mon fort, Comme ce qui est personne. scientifique non plus. Donc déjà, ça s'était fait. Et puis, parce que au gré de mes expériences, on va dire, c'est ce qui m'a le plus plu. Et donc, c'est ce vers quoi je me suis tourné. Et puis, c'est aussi général, donc ça me permet de faire à peu près tout le marketing. Tu peux faire de la mode au sport, au supply chain. Ok, donc du coup c'est pour faire pour toucher un maximum de domaines que tu as été. Voilà. Ok. Exactement. C'est Et très ça- généraliste. Et du coup pourquoi tu t'es orienté vers là? Parce que tu as parlé de tes expériences. C'était quoi comme expérience dans ce domaine? Alors, multiples expériences. Donc moi j'essaye de tourner vers ça, vers l'événementiel, Ok. le sportif, parce que c'est deux passions, on va dire. Donc je sais que c'est vers là que c'est en école de commerce où je pouvais avoir les plus grands débouchés vers ces deux domaines. Ok. Toi du coup Léa, t'es rentrée en école de commerce directement après le bac? Tout à fait. Voilà. Léa qui Et on est rebondit tombé très dessus. rapidement et Non, très mais fort. ok, parce que genre c'est intéressant parce que les écoles de commerce généralement à la Ouais. télé tout le monde se parle de prépa, etc. Ouais, Mais, non je- mais ouais. Mais du coup t'as décidé de passer après le bac toi? Oui, en fait, en terminale, j'avais des bonnes notes, mais j'avais pas nécessairement envie de faire une prépa. Donc j'ai découvert que les écoles post-bac, il y en avait des plutôt bonnes. Ouais. Donc du coup, j'ai passé un concours et je suis rentrée à l'IESEG Ok. Et du coup toi t'as décidé de t'orienter vers la logistique pareil en master ou alors en master. Ouais. master? Parce que du coup t'as des licences, c'est une licence générale que tu fais avant? C'est très général ce qu'on voit en école, ouais. En bachelor, parce que du coup, c'est pas une licence comme à la fac, ça s'appelle un bachelor. Sorry. Ouais, on voit tout ce qui est de manière générale finance, marketing, ressources humaines. On voit vraiment de tout pour après spécialiser en master. Ok, Donc donc- sur 5 ans, on a le temps de vraiment tout voir. Ok, donc là c'est le moment où tu es censé clasher un peu le marketing, du coup. Tu penses que c'est tous des temples là-bas? Ouais. Non, Montage. pas du tout. On va mettre un montage. Pas du tout. Ouais, le marketing c'est bouché. Non, pas du tout. Non, c'est très intéressant. C'est probablement la filière la plus créative, mais moi c'est pas mon profil. Donc Très bien rattrapé pour pas vexer Raphaël. c'est Voilà. bien vu. Fort bien vu. Donc, je me permets aussi, Raphaël, Oui. tu nous parles de sport, d'événementiel et donc des liaisons qu'il y a entre les deux. Donc, j'ai vu sur ton CV, très beau qu'il est.
c'est bien, c'est bien. Donc sur ton CV, donc, que tu as pratiqué beaucoup de sport, est-ce que tu as réussi à trouver un équivalent de cette pratique de sport en club dans ton école? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été un choix aussi de ton école? Alors c'était pas un choix, mais j'ai pratiqué pas mal de sports. J'ai fait du basket pendant très longtemps, 9 ans je crois, de l'aviron et à Neoma, là où je suis. Ok. J'ai vu qu'il y avait un gros club d'aviron. Du coup, est-ce que ça a influencé? Je sais pas, peut-être Ouais. un peu. Ok. Mais du coup, je m'y suis inscrit et ça m'a permis de faire des plus gros championnats universitaires, tout ça. D'accord. Donc ouais, la partie du sport était importante dans tout ça. Mais en tout cas, t'as bien potassé, c'est bien. Bah écoute, on est là pour ça, merci. J'ai annoncé en début d'émission que c'était le boss. Je me suis pas trompé. Du coup, je propose qu'on passe tout de suite à la partie questions écrites, parce que depuis tout à l'heure, vous avez dû le remarquer, c'était que de l'impro. Merci. On est très à l'aise. Le premier thème du coup qu'on voulait aborder pour la première émission, c'était un peu la recherche de stage. Ok. Parce que on a quelqu'un autour de la table qui a assez souffert. On l'embrasse, on terra son nom. On t'embrasse. Salut Raphaël. Oups. Alors moi je voulais Absolument. savoir en général pour tous vos stages, comment ça s'est passé, quelles étaient votre technique, votre stratégie afin de trouver le stage parfait. En particulier, est-ce que vous avez des astuces, des bons plans pour les milliers d'auditeurs qui nous écoutent? Bah, je vais commencer à parler parce que alors moi j'ai pas du tout eu de problème. Allez hop, dur. on rentre dans J'ai les jamais soucis eu de de problème. stagiaire. Raphaël, il a une petite larme là sur le côté. Ouais. Non, je pense que le plus important c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche, de bien cibler que ce soit le domaine, l'entreprise ou des missions en fait dans un stage. Il y a énormément de plateformes en fait qui existent pour les étudiants pour trouver leur stage, notamment le Career Center dans chaque école de commerce que nous avons. Donc voilà, après on a aussi un certain réseau, un réseau assez fort en fait en école qui nous permet aussi d'avoir pas mal de tips, mais je sais que moi j'ai jamais eu de problème pour trouver un stage. Donc bon, La grande classe. ouais. Ah ouais. Avant qu'on passe à Raphaël, juste du coup tu as dit que tu travailles en start-up en ce moment. Oui. Tu fais une césure. L'année prochaine. Là, du coup là c'est ton stage d'été du coup ce que tu fais. Sur 5 mois, parce que là cette année j'ai terminé plus tôt, donc je travaille de avril à août. 5 Ok. mois. Donc pas d'été mais ça vaut le coup. Jamais d'été moi. Et du coup c'était dans ta recherche de stage, pourquoi tu t'es orienté vers une start-up toi? Alors, je pense que pour commencer, et surtout en logistique, il fallait que je voie un maximum, que je puisse regarder tous les aspects de la logistique. Il y a aussi un côté jeune et très dynamique qu'on a en start-up que moi je recherchais. Et puis juste en fait l'idée de créer une boîte avec 20 autres personnes, c'est chouette quoi. Ouais, tu l'as retrouvé finalement cet esprit un peu dynamique Ouais, dans les totalement. startups. Ouais. Raphaël, Oui. bah, sans C'est le vif prendre, du sujet de cet épisode. Écoute, sans prendre 1h30, comment s'est passée ta recherche de stage? je vais parler pour tous ceux qui rament. Petite référence à l'aviron. Oh, il est très fort. Non, écoute, moi j'ai galéré entre guillemets puisque déjà les deux secteurs que je visais c'était des petits marchés entre guillemets, donc il n'y a pas beaucoup d'offres, pas beaucoup d'entreprises. Donc après aussi je me suis pris trop tôt et après trop tard. Au final j'ai trouvé, mais comme disait Léa, il faut s'orienter vers le Career Center, très important puisque notamment il y a des offres spéciales uniquement pour les écoles, donc qui réduit le nombre de candidats potentiels. Et les recruteurs, s'ils ciblent l'école particulièrement, c'est que ça les intéresse. Et puis sinon, tout ce qui est job teaser ou alors les sites Welcome to the Jungle, comme pour les startups, les trucs comme ça. Et toi, du coup, parce que tu avais parlé au début de tes expériences professionnelles multiples et tout. Ouais. Tu avais déjà fait quand même pas mal de recherches de stage avant de galérer un peu, comme je sais pas pourquoi c'était là. J'avais fait pas mal de recherches de stage, mais c'était facilité parce que c'était des stages plus courts, donc c'est toujours plus simple. Là, c'est 6 mois, donc les entreprises elles sont beaucoup plus Surtout frileuses, dans on ton va dire. domaine, t'as dit. Et surtout dans mon domaine. Et puis après, j'avais la volonté, pas de travailler dans une start-up, de travailler dans un gros groupe. Et donc Ok. là, on se mélange avec beaucoup de candidats. Ouais. Et donc du coup, forcément, la concurrence est plus rude et le recrutement dure plus longtemps et il y a moins de chances aussi. Donc voilà. Ouais, tu me parlais aussi juste avant l'émission, pour les gens qui nous regardent, tant pis pour eux. Du coup, tu as passé un entretien pour un grand groupe sportif, en particulier une équipe parisienne de football Tout à fait. qui n'est jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. On les embrasse. On ne citera pas de nom. Et tu disais du coup qu'il y avait des personnes qui venaient directement donner leur CV en main propre lorsque toi tu passais des entretiens. Tout à fait, ouais. Est-ce J'imagine la question c'était est-ce que c'est un truc que je recommanderais ou quelque chose comme ça, non? Vas-y, Pourquoi fais pas. l'émission à ma place. Le toupet du type. Non, mais du coup, oui, c'est une technique. Moi, je la fais jamais parce que généralement, ça finit dans les tiroirs, soit de l'hôtesse d'accueil, soit du patron, et ils regardent jamais. Donc, tout se fait en ligne maintenant, donc autant le faire.
Donc et postuler directement via les offres puisque ça arrive directement dans des boîtes mail adaptées ou alors contacter directement le mail perso. C'est vrai que toi, du coup, toi, t'étais quand même dans un milieu assez bouché. Je sais pas trop, toi, Léa, comment. Est-ce que toi, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ton domaine? Non, la logistique, c'est très spécifique. C'est tout ce qui est supply chain et tout, du coup. Ouais. Et justement, j'avais une question par Alors rapport juste, aux. si on peut revenir peut-être sur ça, sur les auditeurs qui Bien ne sûr. connaissent La pas la supply supply chain, si tu Bien peux vu. nous dire un petit mot Supply là-dessus. chain, donc c'est de l'anglais, mais en français, ce serait toute une chaîne. Oui, c'est de l'anglais. Hey. Si on regarde complice. Ce serait toute la chaîne de l'entrée d'un produit jusqu'à sa sortie dans une boîte et comment est-ce qu'on optimise cette chaîne et voilà, comment on optimise les flux et les coûts. Ok. Bah, moi, je vais faire mon petit mathématicien de base, mais il y a quand même des ingénieurs qui font. C'est une filière boulot. ingénieur, ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que c'est ta plus-value par rapport à un ingénieur? Mais alors du coup, moi c'était une grosse question pendant mon stage parce que moi c'était une offre de master ingénieur à laquelle j'ai postulé. Donc du coup, moi en école de commerce, je fais valoir tout le côté finance que j'ai appris, ressources humaines, côté hyper. Enfin, je connais pas mal de choses en fait. J'ai aussi ce côté un peu management que peut-être que je sais pas vous, mais les ingénieurs n'ont pas forcément. Projet Manque pas de de respect groupe, aux s'il S'il te créateurs de plaît, ce c'est un podcast minimum, on t'invite. Non mais voilà, faire valoir tout ce qu'une école de commerce peut apporter en termes de management et de gestion. Moi c'est ce qui moi a marché. Ok, et du coup, t'as pas vu qu'il y avait de. Enfin, t'as senti comme tu pouvais avoir ton impact dans ton poste actuellement, bien que tu n'aies pas fait une école d'ingénieur. Oui, bien sûr. Il suffit juste de le vouloir. Après... non, je rigole. La vie est facile. Juste Non, le non, vouloir, mais- hein. Petite dédicace à Raphaël qui a galéré pendant à peu près 6 mois pour trouver son stage. Apparemment On j'avais t'oublie pas de volonté. hein. Non, mais non. Ça fuse. Alors, c'est le moment où je cite un peu mes sources. Alors, j'ai lu un article du Parisien parce que moi aussi je travaille un peu. Ouais. Et ils ont fait un top 6 des petites astuces pour trouver un stage. Alors, je pense que c'est un des tops qui est le moins incorrect du monde. Parce que tout le monde a dû s'en douter, mais c'est en mode se faire aider. Oh, c'est beau, le réseau. Ouais. Hein Enfin, on l'embrasse d'ailleurs. Ouais. Anticiper sa recherche, s'y prendre à l'avance. Salut Raphaël. Eh, Élargir ses horizons, c'est-à-dire essayer de trouver d'autres stages qui t'intéressent pas. Quoi. C'est Ouais, le nickel. top. Bien négocier pour les salaires. Hein. Donc là, Déjà on quand t'as un embrasse stage, c'est pas mal. ouais. on embrasse toutes les personnes qui sont au minimum. Hein. Salut. Salut. Il faut éviter les stages bidons, alors c'est mon préféré. Donc Qu'est-ce que c'est les stages bidons? les stages où tu fais des boulots de bidon. Tu es bidon. On en Super, connaît. Il allez, n'y hop. a pas de traces, etc. Quoi. Ouais, voilà, c'est les Exactement. trucs qui La font les machine à photocopies et café. tout. Et c'est incroyable en fait le nombre de commentaires qu'il y a sur internet en mode je fais que des photocopies, je fais que des cafés, gna gna. Et quand tu vois les offres de stage, c'est des trucs absolument pétés. Puis après quand tu retrouves sur le LinkedIn, c'est gestion logistique interne. Des ressources matérielles de notre équipe. Data évangéliste. LinkedIn, c'est ma plateforme préférée. D'ailleurs, On salue Antoine qui est expert absolu. j'ai eu mon petit badge hier soir. Normalement, j'aurais eu le droit à un applaudissement, mais c'est pas grave. Ouais, mais quand on a des micros, c'est Ouais. relou. Allez, Merci super. Léa, c'est plaisir. Le menteur. C'était un effet spécial un peu moyen. Et enfin, le dernier, j'ai trouvé ça assez chouette, c'est trouver des mentors. En gros, c'est faire de la lèche à des gens qui veulent bien t'aider. Et c'est vraiment le bon truc. Enfin, en vrai, trouver des mentors, c'est vraiment important. Je sais pas, vous, comment ça s'est passé pour votre recherche de stage? Moi, du coup, je suis en stage actuellement. Je vais pas dire où, je vais pas dire quoi. Et quand j'ai passé mon entretien avec la personne qui est aujourd'hui mon maître de stage, il y a vraiment eu un énorme feeling. Je ne sais pas vous, si quand vous avez passé vos entretiens, vous avez eu ce rapport à votre tuteur, ou en tout cas ce feeling qui a fait que vous avez choisi cette offre de stage par rapport à une autre offre. Si, carrément. Toi, ça t'a fait ça du coup cette année? Ouais. J'étais sur 2 offres différentes. Une, on avait été me chercher sur LinkedIn, mais c'était un gros groupe avec un bon salaire, et l'autre c'était la petite startup dans laquelle je suis, sauf que énorme feeling avec du coup mon maître de stage qui avait eu aussi un parcours dans la restauration, parce que j'ai un parcours dans la restauration, et donc du coup à l'entretien en fait tout de suite on a accroché, etc. Donc je me suis dit que j'allais avoir un énorme j'allais beaucoup mieux m'entendre en fait avec tout le monde, et même en termes de mission, etc. dans la startup que dans le grand groupe. Ouais, du coup c'est ce que tu recherchais un peu aussi, t'as dit ton impact, avoir un, Pour l'instant oui, moi une startup ça me va. et puis Faudra du gros groupe un, plus tard, mais- un groupe genre à échelle humaine, comme aiment bien dire les gens de la Startup Nation, juste un petit un endroit où tu peux t'épanouir et où tout le monde est au même niveau quoi. Un framework qui te fit quoi. Assez, ouais. Framework. assez. Allez, hop. Il a intégré tous les codes. Le boss. Et toi Raphaël du coup? Moi c'est pareil. Là où je vais commencer cet été, très gros fit avec ma future manager. Personne très intéressant, entretien
hyper intéressant. Donc c'est ce qui m'a motivé aussi. Contrairement à un autre entretien que j'ai passé, où là ça s'est pas très bien passé, on va dire. Ça, j'accrochais pas des personnes un peu hautaines. Ça arrive souvent, ça, dans les. Ouais, en école de commerce. Ouais. Oh là là. Et du coup, voilà, ouais, non, ça a joué très important le coup du mentor, ouais, j'approuve. Ok. C'est vrai qu'en plus, toi, t'as quand même passé beaucoup d'entretiens durant ces derniers mois. Et oui, j'aimerais Ouais. qu'on revienne là-dessus parce que du coup, on a changé un peu de sujet, mais est-ce que tu peux quand même nous dire rapidement comment ça s'est passé toi? Ma recherche de stage, alors j'ai à peu près bombardé toutes les entreprises du secteur qui embauchaient ou pas. Après, j'ai eu pas mal de réponses, soit négatives, soit positives, avec des entretiens d'abord téléphoniques, après, je sais pas pour toi Léa, mais d'abord téléphonique, après entretien en face à face, et puis après, il y a la réponse. Et là, récemment, là, par exemple, j'en ai eu 3-4 qui m'ont répondu en même temps. Et donc là, c'est la phase de sélection, avec qui on a le plus d'affect. Tu parlais de négociation au niveau du contrat, ça peut jouer. Et donc voilà, après, tu fais ta sélection au calme, tranquillement, chez toi. Est-ce qu'on pourrait avoir, peut-être c'est un petit peu précis, mais si tu peux donner des petites idées niveau chiffres, à peu près, tu as envoyé combien de CV ou tu as contacté combien de boîtes différentes à peu près? Alors moi, j'ai envoyé, je pense, une centaine de CV. Ok. Oh la vache. Centaine de CV. Après, il faut savoir que j'en ai envoyé aussi beaucoup par... juste pour me dire, j'ai envoyé des CV, quoi. Ok, ouais. Donc j'avais pas vraiment envie d'avoir de retour. Mhm. Et puis sinon, honnêtement, je pense que si j'avais pas fait tous ces envois, j'en aurais envoyé une cinquantaine grand max, à peu près dans les boîtes qui embauchaient dans mon secteur. Mais de toute façon, c'est ce qu'il y a à faire aussi, c'est envoyer un maximum de CV, Ouais. pas forcément aux gens qui mettent des offres d'emploi, juste aussi pour prendre contact, parler, s'ouvrir un peu les yeux, Mm. regarder ce que font les autres. Et avoir des contacts sur LinkedIn. Bravo ça. Parce que du coup, si on est dans les phrases bateau, il y a deux écoles. Il y a ce truc de est-ce qu'on fait des CV de motivation spécialisée ou est-ce qu'on Bah, fait Tu un max, bombardes, est-ce que tu bombardes de CV? Alors moi, je fais un CV pour tout le monde. Hein. Ok. Tout le monde a la même enseigne. Et après, je sais pas pour toi Léa, mais moi en lettre de motivation, c'est le même schéma. Ouais. Et j'ai 4-5 phrases à modifier. Pourquoi? Parce que les lettres de motivation, pour moi en tout cas, et d'après les retours que j'en ai, plus personne les lit entre guillemets. Soit ça passe direct à la corbeille, soit elles passent directement via des logiciels qui trient et analysent. Ça se fait aussi pour les CV. Donc je me dis que c'est une perte de temps. Ces retours que tu as, c'est de la part de personnes du coup qui sont en RH. Et donc après, il y a, là où je m'applique vraiment, c'est là où je veux vraiment travailler, où là je fais des lettres hyper personnalisées. Quand j'ai rencontré quelqu'un ou quand j'ai une expérience à mettre, je la raconte, tu vois, Ouais. dedans. Mais sinon, non, pour moi, je vais pas perdre du temps et c'est souvent un modèle préfet pour la plupart des... Ok. Je sais pas si c'est la bonne Bah marche à ouais, suivre, non, mais moi c'est pas du tout ce que je fais. C'est. c'est pour ça qu'elle a trouvé. Bah je sais pas, enfin chacun son truc. Après, t'as visé des grands groupes, peut-être que c'est à la chaîne et tout, mais moi c'était hyper personnalisé. Je sais que même mes CV, je les ai personnalisés. Ah ouais. Parce que dans chaque expérience, je montrais des choses que j'allais montrer pour certaines boîtes et pas dans d'autres. Donc du coup, ouais, non, moi j'ai personnalisé toutes mes lettres. Enfin, j'en ai pas écrit beaucoup non plus, mais Le boss. mais ouais, je pense qu'il faut tout miser là-dessus. Je préfère miser sur 2-3 candidatures et vraiment mettre le paquet dessus. Et avoir aussi une lettre de recommandation, ça peut servir. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça, Ouais. les lettres de Toi, tu recommandation. utilisais ça du coup, les lettres de recommandation? Ouais, on a eu un intervenant qui bosse en supply chain. Je ne citerai pas le nom, mais Qu'on embrasse. voilà, on l'embrasse, qui a fait un espèce de séminaire en fait sur 3-4 mois chez nous. Et du coup, je lui ai demandé une lettre de recommandation. Ouais. Ça Ok. collait avec ce que je voulais faire en fait. Et du coup, tu l'as mis, tu l'as joint à tes lettres de motivation quand tu as Ouais. envoyé ton truc aux startups et tout. Ouais. Du coup, là, t'as dit, toi, t'étais directement contacté par LinkedIn. Pour un des stages, ouais. Pour une le des offres, gros ouais. groupe, du Ils coup, m'ont c'est ça contacté assez tôt. J'ai eu la personne au téléphone, ça semblait bien, mais ça me semblait bizarre qu'ils me contactent en fait, sachant que c'était quand même un très gros groupe. Mais au final, l'offre était hyper béton, ils proposaient un énorme salaire en plus. Mais au final, j'ai fait ma recherche 2-3 semaines après, je suis tombée sur l'offre Sur lequel dans le t'es stage maintenant, dans ouais. lequel je bosse. Et puis finalement, énorme feeling, beaucoup plus que pour l'autre. En fait, dans un grand groupe, à notre niveau, enfin moi de l'expérience que j'ai et du ressenti des autres aussi, c'est que plus c'est un grand groupe, moins ça va nous permettre aussi d'apprendre. Alors que dans une start-up, en fait, plus c'est petit, plus on va Ouais, faire en fait. T'es plus indépendant et tout. Ouais. Beaucoup plus. C'était un Après, gros ça- groupe dans quoi? Deux, C'était un gros groupe dans quoi? alimentaire. Ok. Voilà. Et donc du coup, ouais, moi je voulais vraiment avoir une expérience où je pouvais voir tous les aspects de la logistique. Ok.
Donc du coup voilà, mais alors après pour revenir du coup aux lettres, au CV, la lettre que j'ai personnalisée, ouais à fond. Même pour les autres expériences que j'ai eues, à fond, ouais. Et toi, du coup, au niveau des chiffres, t'as envoyé combien de CV et combien de lettres de motivation? Un. Oh, là c'est là pas... là Alors là ça, là. ne faites pas ça s'il vous plaît à la maison, ne réalisez pas. Non, j'en ai eu un et C'est puis fait C'est des par cascades réalisées par professionnels. par les professionnels. Non mais après c'est parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur mutuel. Enfin là j'ai fait mon parcours mi-stage avec mon boss, même lui m'a dit coup de cœur à l'entretien. Moi j'ai eu un coup de cœur pour la boîte, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Mais je sais que même mes expériences d'avant, j'ai pas eu à envoyer beaucoup de CV pour être prise quelque part. Même un job d'été ou un truc quoi. Ouais, parce que du coup, vous avez tous les deux quand même des grosses, Pas d'été pour les braves. Hein. des grosses expériences, même pour les étés et tout. Parce que Raphaël, tout à l'heure en particulier, tu parlais de l'événementiel et tout. Ouais. Mais t'as quand même pas mal d'expérience dans ce milieu hein, aussi. Ouais, j'ai eu la chance de commencer très tôt dans l'événementiel, dès la sortie du lycée. Tout petit déjà. Tout petit, je baignais dedans. Non, mais très tôt, et du coup, c'est vrai que ça m'a aidé. Moi, j'ai fait un IUT, et dès la sortie du IUT, j'avais un CV qui était 2 fois plus chargé que mes camarades, donc ça a aidé, ouais, forcément. À part cette année, c'est la première fois où j'ai un peu plus de mal en disant la recherche de stage parce que je vise un milieu, mais sinon, toutes les autres années, c'était tranquille. C'est peut-être le domaine du sport aussi qui est Ouais. bouché. Ouais, c'est un peu bouché, ça dépend. Nos auditeurs. Et justement, du coup, peut-être qu'on pourrait trouver une sorte de fusion entre vos deux profils, un truc où peut-être qu'il faut justement avoir ces expériences, viser des milieux un peu spécifiques, donc à travers le sport, des choses comme ça, ou l'événementiel, mais aussi réaliser des CV personnalisés, des lettres personnalisées, parce qu'on peut trouver un juste milieu entre... Faire la différence quoi. Voilà, exactement, faire la différence. Donc on pense à ça, des lettres personnalisées et des lettres de recommandation, pourquoi pas, si elles peuvent avoir un intérêt selon la boîte qu'on vise. Ouais, je voudrais juste aussi revenir sur ce dont tu avais commencé à parler. Ce qui est en plus la partie 2 de mon texte, donc ça fit parfaitement. Il n'y a pas de texte, c'est un prompt. C'était en fait du coup l'impact que tu peux avoir dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Parce que du coup tu as commencé à dire que dans une start-up il y avait énormément d'indépendance, que tu pouvais avoir ton vrai impact, moins que dans un grand groupe. Est-ce que du coup tu as déjà travaillé dans un grand groupe ou tu as senti que t'étais, dans lequel tu as senti que Ouais, tu étais un un petit petit peu maillon restreinte? quoi. Un petit maillon dans la chaîne. Moi après j'avais fait de la vente, donc forcément tu vois pas forcément l'impact dans une grosse boîte. Enfin dans une boîte avec d'autres missions, mais ce que je disais c'était en fait dans une grosse boîte il y a beaucoup de process qui sont déjà mis en place, il y a une certaine hiérarchie, tout ce qui est fait en fait met du temps à être fait parce que voilà il y a énormément de personnes qui sont impliquées. C'est vrai que dans une start-up tu as un projet, tu as une idée, moi mon boss il m'a dit ok bah tu l'as fait de A à Z quoi. Donc Ok. ça c'est assez différent parce que nous justement on est en train de mettre en place ces process là qui sont déjà mis dans un grand groupe. Ok, du Je sais coup pas si ça fait sens ce que je dis. Si, si. Si, Oui, ouais. si. par rapport à l'explication que tu as sortie tout à l'heure, là je suis complètement bilingue. C'est D'accord, incroyable. parfait. Parfait. Toi Raphaël, du coup tu as senti que tu avais été restreint à un moment ou Là, en tout cas, là, le stage que je vais commencer, dans tes expériences précédentes oui, plutôt. Après, je t'avoue que moi, j'aime bien l'aspect gros groupe dans le sens où tu as peut-être plus de moyens pour mettre en place certains projets. Donc, t'es pas non plus bridé. Je peux comprendre. Ça arrive des fois. Enfin, moi, ça m'est arrivé dans mes expériences qu'on me dise tu peux plus sortir des limites de même si tu es excellent dans ce que tu fais, vu que tu es un stagiaire et qu'on t'a dit tu as ces missions, tu peux pas les dépasser. Du coup, ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, ouais, moi, j'aime bien l'aspect avoir un budget ou pouvoir mettre des trucs de plus grosse envergure que tu pourrais peut-être pas forcément avoir dans des plus petites structures, on va dire. Après, je pense que tout, y a de tout. Je pense que le côté liberté, je pense que ça doit être très bien Ouais, aussi. Je voulais juste revenir du coup sur ce que tu avais dit tout à l'heure, en mode adapté ce que tu avais vu dans un grand groupe, ou en tout cas ce que tu avais pu voir en cours sur la supply chain, l'organisation dans un grand groupe, Mhm. adapter une petite structure dans ta startup quoi. En fait, ça va surtout être sur mettre en place des process, avoir une certaine rigueur et une analyse hyper carrée. Parce que c'est vrai qu'en startup, parfois, ça part dans tous les sens, on a plein d'idées, ça fuse et on se lance sur des projets. Et des personnes comme moi en logistique, on est justement là pour en fait mettre en place derrière des process qui vont être faits au fur et à mesure que la boîte monte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en école, c'est la rigueur, être super carré, Parce que du coup, tu du reporting. Parce que du coup, tu avais vraiment senti qu'il y a eu une différence entre le moment où tu es arrivé et là maintenant où ça fait quelques mois que tu es Sur dans la boîte, certaines quoi. choses que je fais qui n'ont pas été faites avant, ouais, Au carrément. niveau de la supply chain, c'était pas du tout avancé en fait. Non, je dirais pas ça non plus. Non, si tu veux, ça avance, mais en fait, l'impact, il est énorme dans une structure où tu es 20, parce qu'en fonction de la personne qui va être là avant, si elle fait les choses différemment, en fait, bien l'impact sûr. est énorme, tu vois ce que je veux dire. Donc si moi, je mets la main à la pâte, mon impact aussi sur ces 5 mois va être énorme. Donc si je décide de faire quelque chose comme ça, parce que voilà, moi j'ai la liberté de le faire, et
ce serait cool que derrière ce soit mis en place, mais ça se trouve ce sera complètement changeant parce qu'en start-up, tous les ans, enfin tous Ouais, les ça va mois, très vite, ouais. ça va très vite et ça change. Le but dans une logistique, c'est de suivre quand même un process, d'être hyper rigoureux. Et moi, surtout dans ce que je fais, c'est de suivre des reportings et des analyses de coûts. Donc en fait, il faut derrière ça que en fait, tout soit carré. Ok, Sans d'accord. rentrer dans les détails. Ah, c'est très intéressant. Raphaël, du coup, toi, tu as pris des initiatives au niveau du monde associatif? Des initiatives, oui, on va dire. Là, je fais partie d'une association dans mon école. Je sais pas si on peut dire que c'est une prise d'initiative, mais j'ai décidé de me poser en tant que responsable événementiel de l'asso. Si, c'est une prise d'initiative, ça. Et Je bon, suis après, plus en tant que boss, ouais. il y a certaines limites dans l'associatif. Au niveau des écoles, c'est le niveau d'investissement des autres. Parce que je dépends Aïe. quand même du niveau d'investissement. Donc, j'ai beau avoir autant de volonté si ça ne suit pas derrière. Après, non, j'avais vu que c'est une association, tu peux faire un peu ce que tu veux, entre guillemets. Surtout que là, le but c'était de relancer, entre guillemets, l'asso. Donc, la prise d'initiative était plutôt incitée, on va dire. C'était un peu from scratch. From Ouais, c'est scratch. cadeau. Started from the bottom, now we're here. On va pas directement faire le lien avec ta recherche de stage qui a été dure, on le rappelle encore une fois. C'est super. Hein. C'est le fil rouge de cette émission. Super content de t'avoir invité. Mais c'est au niveau du... Est-ce que tu as senti que cette organisation, toute cette prise d'initiative que tu as appris durant ton cursus scolaire du coup, de cette année, ça t'a aidé pour cette recherche? En tout cas, tu as réussi à le mettre en avant lors de ton recrutement? Ouais. Moi, j'aime bien les recrutements, j'aime les entretiens, puisque je trouve que je suis plus à l'aise, par exemple, qu'un truc au téléphone. Donc, j'ai bien le temps de m'expliquer, par exemple, de dire comment, en ayant mis en place ça, ça montre ma prise d'initiative, ma rigueur, mon dynamisme, tout ça. Donc, non, j'ai bien réussi à le valoriser. Notamment là où j'ai été pris pour cet été, pour mon stage. C'est ce qu'elle a aimé, que j'ai pu mettre que j'ai au cours de mes expériences, pardon. Que j'ai pu mettre en place plein de trucs, notamment au niveau associatif, puisque elle était fascinée par l'associatif, on va dire. Est-ce qu'il y a une chose toi, Raphaël? Ma mère. Non, mais l'associatif, je sais pas si t'es dans l'associatif, Léa, mais J'en ai fait il y a mais, il y a c'est 3 Il y quand a même 10 000 pas mal. ans. C'était une autre vie, c'était une autre époque. Non, c'était il y a pas longtemps, c'est 3-4 ans. Pas longtemps. Pas longtemps. À l'échelle d'une vie. Oui, école post-bac, forcément. Ouais. C'est vrai. Parce que du coup aussi, toi, tu parles de post-bac et je me rends compte qu'on n'a pas du tout détaillé le parcours de Raphaël, qui est quand même assez intéressant. Et oui, parce qu'on est vraiment sans fil dans cette émission, donc on se rattrape. Donc Ouais, bon, on allons-y. est comme ça. Hein. Au pire, on a un discute. super monteur, notre stagiaire de 3ème là, qui... Tom Lui sort du aussi. placard. Du coup, non, moi j'ai pas fait une post-bac comme Léa. Je devais en faire une, entre guillemets. Puis moi, à la sortie du lycée, j'ai préféré faire un IUT. Faites un IUT, les gens, c'est très très bien. Parce que tu as des expériences de stage, tu en as 2 à faire pendant 2 ans. Donc, c'est le sujet de l'émission, donc c'est très bien. 2 stages, et puis ensuite, ça te permet de rapprocher les wagons sur les écoles de commerce, ou de partir à la fac, ou faire une licence pro, ou commencer direct à taffer si tu veux. Donc je trouve que c'est le cursus qui offre le plus de possibilités. Et après, j'ai fait 1 an à l'étranger, dans le diplôme du DUT à l'étranger. Et ensuite, j'ai fait les concours, un peu comme Léa avait fait 3 ans auparavant, pour intégrer les écoles de commerce. T'as pas spécifié ton IUT, c'est quoi ton IUT que t'as Alors fait? l'IUT Paris Descartes. Qu'on salue et qu'on embrasse. Salut, qu'on embrasse. On a une grosse communauté des gens de l'UT Paris Descartes, bien sûr. Ils sont tous devant la porte. Mais du coup, Ma fanbase. Raphaël, mais dis donc, tu as eu un maximum d'expérience toi au niveau professionnel. Est-ce que c'est grâce au DUT ou alors c'est juste parce que tu t'es bien débrouillé? C'est grâce au DUT parce que c'était obligatoire. On avait 2. Et puis après, l'été parce que c'est moi qui voulais travailler. Mais Léa apparemment attends, a quelque chose à dire. Il n'y a que le DUT qui propose de faire des stages? Ouh, transition. Eh bien non. Ouais, non, en post-bac aussi, on fait des stages, on part aussi à l'étranger, donc ça va. Hein. Non, mais c'est Non, je plaisante, mais, C'est un duel. Vous voyez non, pas c'est là, mais ils obligatoire sont face aussi, à après, face. C'est le côté école. En fait, je pense que le seul cursus qui l'offrirait pas en obligatoire, ce serait la fac. Ouais. Bouillard. Et après, Non, moi, mais c'est vrai. le post-bac, c'était que je me disais, une fois que je suis rentré dans l'école, entre guillemets, t'es parti pour plus longtemps, alors qu'après Ouais. un DUT, je pouvais, entre guillemets, faire un peu plus Ouais. de choix. Mais oui, il y a d'autres endroits où tu peux avoir des expériences professionnelles, Toi, du sauf coup, à la fac. là, du coup, t'es parti où à l'étranger pendant ton cursus? En Estonie, Ah, Oh, au un nord pays de qui nous l'Europe. est- un pays qui est cher à Raphaël. exact. Dis-nous tout, Raphaël, pourquoi? Monsieur à ma droite, nous sommes partis
en Estonie pendant les vacances. Ah ouais. Il y a des c'est gens à qui vont à Tallinn. Ibiza, Ouais, il y a des Tallinn. gens qui vont. Ah, On mais c'est parle trop aussi cool, des hein. vacances de D'ailleurs. chacun, n'hésitez pas à nous, à nous contacter sur les Ça fait une réseaux. petite pause. On va juste faire une petite parenthèse du coup au niveau de cette expérience à Tallinn, du coup en Estonie. On vivait dans un 8 mètres carrés, et je dormais sur le sol. Et c'était un très beau moment. Pourquoi Quoi. les loyers sont pas chers là-bas en plus. Ouais, bon, on est juste des pigeons, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais alors pour les auditeurs qui aimeraient partir à Tallinn, moi j'avais un 250 avec 5 colocs pour... Non, un 150 mètres carrés avec 5 250 colocs mètres pour toujours plus. 250 par mois. Bah écoute, moi j'ai un 30 mètres Ah carrés à oui, quand Helsinki pour 600 €, donc Voilà, donc traverser la mer Baltique, venez au sud. Non, mais en vrai, vraie ville, Tallinn. Tallinn, ouais, très sympa. Voilà, donc qui Très, peut être très sujet à un échange, n'hésitez pas. Ouais. Et du coup, ça nous permet de faire une petite transition qui était bien sûr prévue. Est-ce que du coup ces voyages, ces Erasmus que vous avez fait chacun, est-ce que ça va, ce qui étaient des Erasmus je suppose, est-ce que ça vous aide, est-ce que c'est un truc que vous mettez en avant, et si oui, bah, comment dans les entretiens si tu veux. Carrément. Vas-y, Ouais, non, vas-y. carrément, de partir à l'étranger. En fait, surtout qu'un Erasmus, c'est pas juste de partir en vacances, c'est vraiment de vivre dans une autre culture. Donc ça, il y a beaucoup de recruteurs qui sont très intéressés et qui essaient d'en savoir plus, etc. Déjà, c'est une langue en plus, et puis après, c'est énormément pour voilà, un échange de culture, nouvelles rencontres, etc. Ok, donc c'est forcément, enfin, la manière dont tu l'amènes, c'est toujours, c'est pas seulement ça m'a ouvert l'esprit, mais j'ai aussi appris à vivre autrement, je me suis adapté, Ouais. etc. Ouais. Ok, et pour toi, Raph, t'es parti où si tu es parti Moi, je suis parti en République tchèque, à Pardubice. C'est à 1 heure de Prague. Non, mais pareil que Léa. Moi, j'aime juste pas le terme Erasmus parce que ça fait un peu vacances. Pour les, Ouais, c'est vrai. pour les entreprises, ça fait vraiment. On a bu toute l'année et on est sorti. Ce qui est le cas, hein, mais Ouais. mais il y a un échange Mais il faut le universitaire, cacher, il y a c'est des un cours derrière. mensonge, Donc, bien. t'apprends tes matières, mais en anglais. Tu développes, comme tu l'as dit, ton anglais énormément. Et ça, maintenant, c'est hyper important de parler anglais. Pour nos parents, à l'époque, on s'en foutait un peu. Mais maintenant, si tu parles pas un minimum une langue, l'anglais, c'est fichu. Donc, c'est hyper important les échanges. Toi, du coup, tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as dit que tu allais passer un an en République tchèque, dans une banlieue qui est à peu près égale à Montargis de France hein. Ils étaient contents pour moi. Après, ils m'ont dit ils savaient même pas le situer sur une carte, ce qui est normal, personne ne le fait. Et non, très Tallinn non content. plus, hein, on le situe pas sur une carte. De Tallinn non plus, on le Ouais, situe non, pas c'est sur une vrai. carte. Sous-côté la géographie, pensez-y. Hein. Non, mais écoute, très content. Mes parents, ils ont toujours été ouverts à ce que je parte à l'étranger, donc c'était cool. Enfin, je sais pas pour toi, Léa, comment ils ont réagi Un peu sceptique en fait, ils comprenaient pas trop mon choix d'être parti dans le nord. Voilà, non mais aussi très content. Après, beaucoup de soutien derrière, mais un peu sceptique au début, c'est normal. Hein. Ce qui est un peu normal, C'est ouais. les parents, on Ouais. sera comme ça aussi plus tard. Mais ouais, non, soutien. De toute façon, quand on rentre en école d'une manière générale, on sait que les enfants vont partir à un moment donné ou à un autre, c'est obligatoire. Enfin, en tout cas, dans mon école. Jamais maman. Donc ouais, non, c'est plus la destination, à mon avis, comme toi, que personne ne sait situer sur une carte. Ça rajoute un plus, non? Est-ce que vous en parlez lors de vos entretiens, justement, sur le Carrément, fait ouais. d'avoir choisi une destination un peu exotique? Ouais. Exotique, Tallinn. C'est jamais Oui, allé, j'aurais il y a pas des dit, baobabs, C'est énorme. c'est incroyable comme quoi. Du coup, t'en parles et tu mets ça en avant, du coup, le fait d'avoir été un peu une aventurière. Ouais, carrément. C'est surtout que là, mon dernier entretien, du coup, dans le stage dans lequel je suis, est une start-up qui se développe dans un modèle d'économie circulaire, donc hyper écolo, etc. Et Tallinn fait partie des pays les plus développés en termes de développement durable au monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a une énorme plus-value parce que le fait d'avoir vécu là-bas 6 mois, j'ai pu montrer mon aspect vachement vert. Non, mais sérieux quoi, et puis sortir des petits aspects juste pour leur montrer que ça m'intéressait quoi. C'est Donc vrai que- ouais. C'est vrai que Tallinn, en plus, ils sont vraiment très très loin dans le monde de la start-up et de l'électronique en particulier. Ouais. Est-ce que tu as pu baigner dans cette ambiance Je baigne dans cette ambiance. C'est actuellement ma boîte en fait qui reconditionne des produits électroniques, donc c'est exactement ça. Et toi, Raphaël, à part le fait que la bière soit à moins d'1 euro en République tchèque, est-ce que tu arrives à mettre d'autres choses en Moins avant cher que l'eau, monsieur. Moi, j'aurais aimé avoir autant de trucs à dire que Léa sur ça, mais c'était plus leur faire comprendre que moi je voulais aller dans les pays de l'Est parce que ça me plaisait, je suis attiré là-bas. Et puis, non, moi j'avais un peu plus de mal, entre guillemets, à leur faire comprendre que je suis pas parti uniquement parce que la bière c'était pas cher. Mais non, mais ouais, toujours trouver un lien, comme disait Léa, avec ton pays Ouais. d'accueil et ton projet professionnel en fait. Moi par Ouais. exemple,
les pays de l'Est, ils sont très développés dans tout ce qui est le sport, donc j'ai réussi à rattacher ça à ce que je voulais faire après. Ok, super intéressant. Donc ça reste une force de partir à l'étranger et d'avoir une expérience à l'étranger. Carrément. Et du coup, Ouais. moi, ça m'amène quand même à une petite question. Comment on fait quand on n'a pas les moyens de partir à l'étranger? Comment on se débrouille pour faire ça? Eh ben, on fait comment? On fait un prêt. Allez. Et donc, Léa, parle-nous de ton prêt. C'était une transition. Moi, j'ai fait une école post-bac, donc ça peut sembler extrêmement cher. Ce que mes parents ont fait, c'est qu'ils m'ont payé ma première année pour être sûr en fait que je voulais faire ça plus tard. Et puis après, j'ai pris mon prêt étudiant comme une grande. Je paye mes intérêts tous les mois et je travaille. Voilà. Et Il y a voilà. beaucoup en fait d'étudiants qui travaillent à côté des cours. C'est un cliché en fait qu'en école de commerce, on est tous là à rien faire et faire la fête. On a tous des jobs étudiants à côté, on a tous notre argent de poche et j'ai mis de côté en fait pour partir en Erasmus. Là, je vais remettre de côté pour partir l'année prochaine et puis voilà. Donc le fait d'avoir un prêt pour faire ton école et partir à l'étranger, c'est pas un truc qui te frustre ou qui t'handicape ou qui te fait peur, quoi. C'est un truc, tu l'as assumé, maintenant on est parti avec ça et on y va, quoi. Ouais, carrément, c'est un investissement à long terme. Sur ta vie, donc je pense que le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie, quoi. Exactement. C'est super intéressant, je trouve, parce que justement, moi j'avais vraiment ce cliché des gens qui sont en école de commerce et qui vivent juste sur les économies des parents. Donc je trouve ça vraiment courageux, je te Oui, félicite. non, je pense que tout le monde te le dira en école. Je pense qu'on a les mêmes clichés pour les écoles d'ingé, Tout le monde Raphaël. Voilà. Tu fais quoi comme taf à côté, Raphaël, toi, pour payer tes études? Chômeur. Oui. Mais après, j'ai travaillé l'été Ouais, bien pour sûr. payer les années. Partir à l'étranger, tu peux travailler l'été. Enfin, après, tout dépend du pays, mais à moins de partir aux États-Unis, par exemple, tu vois, 200 € par mois pour un loyer. Ouais, on n'est pas parti dans des pays chers non plus, quoi. Avec juste en taffant 2 mois l'été, tu peux payer ton loyer toute l'année. Ouais. Après, tu as des bourses étudiantes pour partir à l'étranger. Vive l'État français. Erasmus, le programme Erasmus, quand vous partez en Europe, vous donne soit 6 mois, soit 1 an de bourse obligatoire. Donc Peu à noter importe, les bourses à chercher assez tôt et Oui. surtout si Pas vous du êtes tout, en boursier fait, de c'est base. obligatoire, ils te le donnent. Quand tu pars, t'as pas à chercher, quoi. Alors juste si jamais il y a des dossiers à monter, ces dossiers des fois ils requièrent des pièces qui sont de vos parents, etc. Et si vos parents sont pas très réactifs, pensez-y. Voilà, Là, je sais que nous, en expérience école, c'est fait vécue. automatiquement, mais peut-être qu'il faut faire des dossiers. Je sais pas, t'as eu à faire un dossier? Moi, toi j'ai eu à faire un dossier. Ouais. Ok, nous, non, Mais c'était pas- Après, il faut pas se baser uniquement sur les bourses. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, la bourse, par exemple, elle tombait aléatoirement. Donc, soit ça avait 80% d'un coup. Ouais. Donc, et ça tombait aléatoirement, donc tu pouvais pas te baser en me disant Ouais. tranquille, je vais payer avec ma bourse le salaire, enfin le loyer. Donc, moi, par exemple, j'ai eu 80% au bout de 3 mois d'Erasmus. Donc, Et moi, j'ai eu 80% un mois avant de partir. Donc, il y a eu des vacances de ski entre temps, ça a fait mal. Et puis, les 20% restants, peut-être 6 mois après que j'étais Ouais. rentrée, j'avais complètement oublié que ça devait tomber. et là, ça fait plaisir. Carrément. Donc faut prévoir le fait que ça ne tombe pas régulièrement Non, et tout c'est ça pas c'est arrivé, utopique, non, quoi. c'est- Mais l'argent, c'est pas un souci pour partir à l'étranger. Waouh. Non, mais Ok. du style, faut pas se dire je peux pas partir à l'étranger parce que mes parents n'ont pas le moyen ou moi j'ai pas les moyens. Quand on veut, on peut. Waouh. On économise avant, ouais. C'est bien qu'on parle de sous là, en ce moment parce qu'on va pouvoir rattacher au sujet du podcast assez vite fait. Est-ce que pour vous la gratification c'est important lors d'un stage? Est-ce que vous apportez de l'importance plus à la rémunération ou à la mission lorsque vous choisissez un stage? Enfin, lorsque vous candidatez Alors ça va dépendre parce qu'en France on a quand même des lois qui font qu'on on a un minimum stage. Après il y a beaucoup de pays en Europe ou même dans le monde où il n'y a pas ce minimum de stage, où je pense que là ça commence à craindre. Je vois parce que moi je suis déjà en train de rechercher le prochain et il n'y a pas de minimum stage. Donc je pense que oui c'est quelque chose à prendre en compte mais pas dans l'absolu en France. Moi par exemple j'ai fait le choix de partir dans un stage où j'allais beaucoup plus kiffer l'émission plutôt que d'être beaucoup plus rémunérée dans un grand groupe. Après, je pense qu'à l'étranger, la question est complètement différente parce qu'il faut aussi vivre là-bas et je pense que payer même pas 100 € par mois, 100 $ ou j'en sais rien. Enfin voilà, disons qu'en France, le minimum peut nous permettre, après je sais pas si la personne est indépendante financièrement, s'il y a un appart à payer ou quoi, mais Ouais, du coup, toi, tu mets vraiment un accent sur la mission plutôt que sur la rémunération lors du en stage. fait, il faut se dire que le stage, tu vas y passer la journée, quoi. La paye, elle tombe à la fin du mois, mais le stage, tu vas y passer la journée. Donc, si tu kiffes pas l'émission, si t'es pas bien dans ta boîte et si t'as pas un feeling avec ceux avec qui tu travailles, ça peut être très compliqué, quoi. Surtout pour les stages à long terme, comme 5 ou 6 mois. Ok. Et toi, Raphaël? Entièrement d'accord. En plus, surtout que je pense que c'est pas intéressant de se baser sur la rémunération puisque maintenant les entreprises elles sont quasi toutes au minimum légal. Ouais. Les entreprises, sauf en finance, Et où dans là les- il y a et moyen dans de le- toucher. Et dans les grands groupes aussi.
Non, bah non, au contraire, c'est plus Ah, dans pas les grands forcément. groupes. C'est souvent les startups qui payent plus que. Et petit coup de gueule, en plus, les entreprises considèrent trop souvent les stagiaires comme des limite des salariés à part entière, avec des compétences à avoir obligatoires si on veut faire un stage. Donc dans les annonces, ça peut être marqué telle compétence requise ou obligatoire. Donc des fois, on fait souvent le travail d'un salarié peut-être, alors qu'on est au minimum légal. Donc non, faut pas se payer sur la rémunération, surtout les missions. Comme tu disais, bah, si on kiffe, ce sera beaucoup plus enrichissant que juste d'être content de savoir que tu auras 2 fois plus d'argent à la fin du mois, quoi. Ouais. Meilleur jingle. Bon, bah, nous revoilà en pleine forme avec une petite clope dans le bec. Ouais. Allez, nous voilà en pleine forme, merci beaucoup. Cette grande astuce de la pause me permet donc de ne pas faire de transition par rapport à ce qu'on disait avant et de tout de suite commencer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le stage. En particulier, les premiers jours du stage. Lorsque vous arrivez, par exemple, comment est-ce que ça vous avait réagi le premier jour? Est-ce que vous vous êtes fringué spécialement? Est-ce que l'accueil a été sympa? Est-ce que le directeur était aussi cute que sur son profil LinkedIn? C'est le moment de vous lâcher. Là. Bah vas-y, à toi. Costume en queue de pied direct. Yes. Non. Bah moi, Non. je mets une chemise. Oh, étonnant, une chemise. et un petit pantalon. Mais après, ça dépend du stage. Des petites chaussures de costume. Et en vrai, c'est surtout ça va être ni trop classe, ni trop, ni pas assez. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être fringué comme si t'allais à un mariage de ta cousine. Alors qu'en fait, ils sont tous en On salue. t-shirt et en short. Voilà, Ou l'inverse. Du coup, c'est un juste milieu. Mais après, je crois que Léa avait plus de trucs à dire. Parce que moi, je t'avoue que. Juste une question par rapport à ce que tu viens de dire, du coup, Raphaël. Parce que Oui. là, de ce dont tu parles, c'est concerne quel type de boîte? Parce que tu vois, par exemple, les gens qui sont en finance, enfin, en tout cas, la vision que j'en ai, eux, ils doivent venir en smoking. Finance, c'est ouais, toute la journée en smoking, ouais, toute la journée en costume. Et après, ça dépend du. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'entretien dans ma boîte, là où j'ai travaillé, j'ai vu que c'était quand même assez détendu. Après, ça dépend aussi du domaine où tu travailles. Je pense qu'en ingénieur, c'est plus cool aussi. Ça dépend. Enfin, Ça voilà, dépend vraiment, aussi. Ouais. ça Et ça dépend. dépend de ton poste Si aussi. on peut lâcher un petit tips ou une petite astuce, peut-être, je sais pas, si jamais vous avez. En fait, il faut faire ses devoirs avant de venir, par exemple, en entretien. Il faut regarder le LinkedIn de son intervieweur. Faire attention, allez sur le LinkedIn en mode navigation privée pour Et pas oui, qu'ils faut pas se voient faire que vous connaître avez les vu. astuces. Très malin. Ah, je suis C'est un le boss, type hein. du jour. Et voilà, voir comment la personne est habillée, voir si vous pouvez voir d'autres personnes qui travaillent dans cette boîte, voir comment ils sont habillés, etc. Un peu le mood de la boîte, forcément. En particulier, Léa, toi, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, mais alors je pense que c'est déjà plus facile pour une fille de s'habiller. Enfin, il y a plus de choix, je dirais, pour une fille. Donc, moi, j'étais pas mal stressée par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais je fais mon stage l'été. Et moi, l'été, personnellement, c'est crop top et short. Donc, j'ai rien d'autre. Et bah, d'ailleurs, je porte un crop top aujourd'hui. Moi aussi. C'est très radiophonique ce que tu viens de dire. Non, mais c'était un truc sur lequel j'étais pas mal stressée parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Après, moi en startup, ça va, c'est vraiment à la cool. Chacun son style, chacun vient comme il veut. Forcément, le boss, mais peut-être un peu plus une chemise s'il doit rencontrer des clients ou des investisseurs. Mais nous, non, il n'y a pas de code vestimentaire du tout. Après, bien sûr, faut pas venir habillé avec un jean troué ou voilà, un t-shirt avec un écrit fuck, je sais Ouais, pas bien quoi dessus. Forcément, faut rester pro. Mais après, je pense que le mieux, c'est de s'habiller aussi dans son style parce que forcément, si t'es habillé avec une chemise qui te serre trop ou je sais pas, le pantalon de ta Après, mère du ou corps, ça, tu vas pour juste le pas summer être bien. Faut être à l'aise aussi. Après, t'es là pour taffer, t'es derrière un ordi ou je sais pas quoi. Le but, c'est d'être à l'aise. Le derrière un ordi ou je sais pas quoi, il fait vraiment le cœur. Hein. Genre vraiment. Ouch. c'est- tous Non, les non, mais ingénieurs même derrière, pas sont en forcément sueur. derrière un ordi, mais c'est vrai que dans un open space, on a souvent ce cliché d'être toujours les filles en tailleur et les garçons en smoking. C'est faux, c'est pas vrai. Les gens sont pas forcément habillés comme ça. Donc non, venez avec votre style, peut-être pas too much, mais en fait c'est too much dans les deux sens. Pas trop décontracté comme disait Raphaël, mais pas trop habillé non plus. Ouais, C'est un peu ridicule. Un beau message Voilà. d'espoir que tu nous lances là. Repris par McDo il y a des années. On ne citera pas. Du coup, on disait pour votre premier jour, du coup, vous faites quand même attention à comment vous habillez. Donc pas trop contracté, mais contracté quand même. Contracté. Les muscles sont contractés en effet. Quand on a un summer body comme le tien, Raphaël, on Oh peut pas là faire là, autrement. ça suffit vous deux. Mais comment s'est passé du coup votre premier jour vis-à-vis des autres personnes? Parce que je pense qu'il n'y a pas que le style à prendre en compte. Il y a Ouais. aussi faire une bonne nuit avant, arriver avec un grand sourire, se faire des potes. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors moi je pense que je fais partie de ces gens qui sont hyper stressés, donc j'étais hyper angoissée, hyper stressée. Il y avait vraiment pas besoin de l'être, mais bon voilà.
J'ai quand même stressé, mais en fait, je pense que le stress redescend une fois qu'on a passé le pas de la porte. En y allant le premier jour au stage, j'étais morte de peur, en mode oh, comment ils vont m'accueillir, comment voilà. Je suis rentrée, j'ai voulu serrer la main. Ils m'ont arrêté tout de suite. Ils m'ont dit ok, alors nous on fait la bise. Au mieux, tu fais un coucou de la main, mais on se serre pas trop la main ici. C'est pas trop voilà. Vive les Mais germes. non, bon, forcément, il faut appréhender Enfin, on appréhende au début, c'est normal. Après, le premier jour et la première semaine, c'est aussi de tâter le terrain, voir comment ça se passe. Chaque boîte est différente, de toute façon. Chaque ambiance est différente. C'est pas pareil partout dans les startups, c'est pas pareil partout dans les grands groupes. Ouais, c'est sûr. Le mieux, c'est de rester naturel et voilà, de pas être trop coincé non plus, d'essayer de parler à un maximum de personnes. Donc toi, du coup, le matin, t'arrives et tu fais la bise à tout le monde. Non, moi, c'est un ciao général, parce qu'il y a quand même 20 personnes. S'il fallait faire la bise à 20 Un personnes, ciao. ça commence à faire beaucoup. Non, c'est un bonjour général. Je t'avoue que pour les courageux, moi dans ma boîte le matin, même s'il y a 40 personnes, tout le monde fait le tour et tout le monde se dit bonjour. Et Alors, c'est ça 40 fait la minutes bise. de gagner dans le temps de travail. C'est Après intéressant. on enchaîne sur une pause café, une petite sieste et c'est la pause midi. C'est Parfait. incroyable. Parfait. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant du coup parce qu'on arrive le matin et genre t'as vraiment 40 personnes qui juste font la queue et puis se font Ça doit être très se font des bizarre, petits bisous très japonais. sectaire. quand même, non, tout Bah, ça. c'est pour ça que l'astuce c'est de venir le plus tôt possible pour pas avoir à faire la bise et que les gens viennent te voir plus tôt. Et En fait, c'est un incroyable. tip, tu vois ça. Et- Moi après, je suis plus Du coup, bon, les gens sont dès 6h à la boîte. Très pratique. C'est ambiance startup. moi, je suis un peu dans la stratégie quand même du faisant le plus possible au début et Ouais. au fur et à mesure Le tu te plus de relâches. bises. Ouais, non, Le carrément. plus Et à la fin, tu ne viens même plus. Donc faire attention au début, on vient quand même bien habillé. Donc on fait attention quand même au niveau des profils comme on a dit, mais au fur et à mesure on peut se relâcher. Pareil, au début on serre la main, après voir si on fait la bise avec d'autres gens, etc. Et pas hésiter à trouver un contact un peu familier ou quoi dans la boîte Ouais. et essayer d'essayer de lui choper un peu des petits tips quoi, internes à la boîte directement. Mhm. Savoir comment ça se passe pour vos pauses, etc. Pareil, c'est un tips un peu bidon, mais arriver le premier jour avec ce qu'on appelle communément une gamelle, c'est pas une mauvaise idée parce qu'on sait pas comment ses collègues vont manger, etc. Et si jamais il y en a, vous n'êtes pas en plein Paris ou quoi, ou en plein milieu d'une ville, c'est bien d'avoir quand même une solution de repli si jamais vos collègues ne vont pas au restaurant, etc. Et pas hésiter, pareil, vice versa, à s'adapter à eux, c'est-à-dire, ok, vous êtes tous au restaurant, ce midi, moi aussi je viens avec vous, je vais pas rester dans mon coin à manger ma gamelle. Non, carrément. Donc c'est pour pouvoir retourner un peu la situation, etc. Ouais. Parce que vous, du coup, pour le repas du midi, vous, généralement, quand vous êtes en stage, vous mangez avec toute l'équipe ou seulement entre stagiaires Yes. Bah nous on a une grande salle de vie, table de ping-pong, tout ça. Donc le midi c'est ouais c'est ça. Donc le midi c'est généralement chacun se débrouille pour aller chercher à manger. Donc c'est soit on va dans le quartier, soit on ramène notre gamelle, ce qui est plus économique. On a un petit micro-ondes, une petite cuisine. Et après voilà, on est tous sur des canapés, on mange tous ensemble. C'est vraiment là, nous en tout cas c'est une règle qu'on a, c'est que le midi c'est tous ensemble. Ça c'est top, ça pour la, Ouais. pour la cohésion et tout. Non carrément. Il Carrément, doit y avoir une bonne ambiance non, du coup dans ta boîte. Ouais. Pour tout le monde. Ça vend du rêve ça. Toi Raphaël. Moi, pareil. tu faisais Paris Il y avait une plage, grande salle de vie commune où tout le monde. Après, faire gaffe quand on est stagiaire, à tous ceux qui commandent sur place. Les petits Frichti, les petits Uber Eats. Parce qu'après, ton salaire il y passe. Sinon, ouais, tu te réunis. Enfin, moi, j'aime pas l'idée de manger tout seul dans mon coin ou seulement avec les stagiaires. Parce que c'est pas comme ça que tu vas t'intégrer, développer de l'affect avec ton manager et faire des missions plus intéressantes. Moi, par exemple, je sais que j'avais fait un stage dans une entreprise où les stagiaires qui s'entendaient le moins bien, clairement, ils étaient un peu les rebuts, tu vois, on les mettait sur le côté, on leur donnait les moins bonnes missions, ce genre de truc. Ouais. C'était pas le meilleur exemple, mais essayer de s'intégrer, tu vois, pour participer à la vie de l'entreprise. Ouais. C'est très beau ce que tu dis. Nous, pour faire pour rassembler un peu la cohésion au sein de notre secteur, juste donc l'équipe dans laquelle je fais partie, on a une fois par semaine un repas qui est organisé par la boîte. Mhm. On se retrouve tous ensemble et on parle du coup d'un sujet technique, donc c'est super sympa parce que ça permet non seulement de monter en compétence sur des projets, sur des sujets un peu techniques, Mhm. mais en plus la boîte nous paye la bouffe et ça c'est vraiment incroyable. Ça c'est cool. Et ça. c'est vraiment tout le monde est super content à la fois d'apprendre. À la fois d'avoir le bouffe gratuite. Ça, c'est Ouais. vraiment génial. N'hésitez pas, recruteurs qui nous écoutez. Vous savez comment m'avoir, payez-moi au minimum, donnez-moi de la bouffe. vous me rendez heureux, messieurs. Et mesdames, bien sûr. Du coup, on parlait de repas et de rencontres avec les équipes du premier jour notamment. J'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. Comment ça a été vos premières communications avec les équipes? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu gênants? Voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous sentez un peu imposé dans une équipe ou pas? J'aimerais bien qu'on parle de ça. Léa, si tu peux
T'as un petit mot là-dessus? Ouais, bah c'est marrant que tu parles de ça, Gabriel, parce que moi, ils m'ont accueilli avec un brunch. Donc moi, j'adore. Ah ouais, d'accord. Ils m'ont accueilli avec un toujours. brunch parce que nous, tous les lundis matins, on fait un petit déj d'équipe pour parler du week-end et puis aussi des avancées de la semaine et des choses à venir. Donc super cool. Après, tu parlais des rencontres et des repas, etc. Moi, en tant que fumeuse, bon, en fait, c'est tout bête, mais le fait de faire des pauses clopes avec les fumeurs de ma boîte, c'est hyper sociable. En fait, c'est comme ça que tu rencontres vachement vite ceux avec qui tu t'entends le plus. Et moi, je sais que là, ceux avec qui je reste le plus longtemps et ceux avec qui je kiffe le plus, c'est les fumeurs. Aïe. Non, c'est pas un conseil. C'est pas un conseil que je donne évidemment, mais c'est juste de trouver un moment donné à la pause café ou j'en sais rien, un moment où c'est tout bête, mais au moment où on fait la vaisselle avec quelqu'un d'autre, c'est juste de trouver un moment un peu intime avec quelques personnes pour avoir ce premier contact. Moi, ça a été autour d'une clope, mais évidemment, je ne conseille pas ça. Mangez 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Tout à fait. Tout à fait. Et après, comme tu disais tout à l'heure, Gabriel, en fait, c'est un peu au début d'imposer ce que font les autres pour rentrer un peu dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils t'imposent un déjeuner. Oui, nous, on a l'habitude de faire ça. Bon, bah, bam, tu dis oui. Ok, je vous suis ce midi, on va aller faire ça. Enfin, moi, je sais que je l'ai fait avec mes collègues. Et puis, en fait, le temps d'aller chercher sa bouffe, etc., t'as déjà le temps de parler avec certains C'est collègues clair. et tout. Forcément, on est un peu timide au début, mais voilà, après, ça va. Donc pas avoir Ça peur va. d'avoir des petits moments d'intimité finalement avec une plus petite partie de l'équipe ou quoi. Ouais, carrément. D'ailleurs, petit tips aussi, moi je sais que j'ai travaillé dans un autre milieu à un moment qui était l'animation. Quand les gens prennent des pauses club par exemple, qui du coup est un moment un peu privilégié, faut pas hésiter à sortir avec les fumeurs même si on ne fume Carrément, pas. ouais. On peut se trouver un motif qui est par Tabagisme exemple... passif, c'est important C'est aussi. l'horreur. Regardez-le celui-là, il aura un cancer à 40 Non, mais ans, mais il après, sera content d'avoir des potes. J'y crois pas là. C'est quoi ce Justement, faut pas podcast, hésiter à sortir avec eux sans se mettre trop près d'eux ou quoi, mais sortir avec eux. Et Trop par près exemple, moi je sais que je faisais des Je vois pauses. bien Gabriel à sucettes. 10 mètres. Bref, on s'écarte un peu, mais voilà. Faut pas hésiter à sortir avec les gens et avoir ces petits moments un peu privilégiés. Tu parlais tout à l'heure de la pause café. Moi, c'est vrai que tout le monde se rejoint autour de la pause café. Et c'est un peu le moment convivial. Enfin, en tout cas, ça permet de rencontrer des gens. Nous, ça nous Carrément. permet aussi de sortir un peu du milieu très ordinateur à réfléchir tout seul pendant un moment. Ça permet aussi de brainstormer comme jamais. Et c'est vraiment important. Toi, Raphaël, du coup, c'est quoi tes Ouais. petites astuces? Moi, je vais revenir sur le moment gênant. Non, mais les moments gênants, c'est quand tu arrives dans le premier jour. Donc forcément, tu es un peu stressé, tu sais pas comment ça se passe. Et de voir que, moi, par exemple, j'étais le premier stagiaire arrivé. Et je voyais tout le monde hyper pote. Enfin, du coup, c'est pas forcément évident au début. Après, ils ont été assez cool très rapidement d'essayer de t'intégrer. Mais quand tu vois des gens hyper proches travailler ensemble, et toi, t'arrives et fais salut, je suis le stagiaire. Je suis nouveau. Est-ce qu'il y a eu cette dynamique, justement, je t'interromps, je me permets, est-ce qu'il y a eu cette dynamique de, par exemple, ton tuteur de stage ou celui qui t'encadrait à essayer de t'emmener vers les gens ou les différents services, leur dire genre bonjour, voici le nouveau stagiaire, etc. Moi, j'avais très rapidement dit bonjour à tout le monde. J'hésitais pas à te parler à peu près tout le monde, même au niveau du taf. Quand je savais que mon tuteur de stage était pas dispo, je pouvais aller voir les gens. En plus, je suis pas quelqu'un d'associable, on va dire, donc c'était pas trop dur entre guillemets. Mais après, je peux comprendre, il faut se forcer aussi. Ouais. Il faut pas voir le tuteur comme uniquement quelqu'un très dans l'aspect professionnel. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de très bien s'entendre avec ses tuteurs ou les employés. Et quand tu dis s'entendre bien avec ses employés, etc., c'est un jeu de communication entre les équipes ou même entre les stagiaires. Par exemple, comme disait Antoine, c'est le moment de brainstormer comme une pause café, etc. Est-ce que du coup, combien de temps ça a mis dans vos missions respectives le fait de pouvoir communiquer avec les autres stagiaires ou communiquer avec vos supérieurs, D'être vos à l'aise N+1, dans N+2, l'entreprise. être à l'aise exactement en règle générale et pouvoir communiquer sur vos différentes missions quoi. Est-ce qu'il y a un moment où ça a mis un certain temps? Est-ce que c'était... Ouais, je pense que ça met un certain temps en fait de se sentir à l'aise avec n'importe qui, que ce soit un employé ou un stagiaire ou son propre employeur. Mais moi, le petit tip que j'aurais, c'est vraiment d'être soi-même en fait, de pas hésiter à s'ouvrir, à faire un peu, enfin pas faire des blagues non plus, mais de rester pro d'une manière à quand même montrer qui on est, etc. Parce que c'est forcément plus agréable de travailler avec quelqu'un qui montre de sa personne et qui, au-delà d'être sérieux, et aussi soit drôle, soit j'en sais rien moi, enfin qui montre un peu de ses passions, etc. C'est de s'ouvrir assez vite en fait aux autres et de se forcer un peu. Ouais, au début c'est vrai que c'était un peu dur. Moi je pense que ça a mis peut-être quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines vraiment à me sentir bien dans mon équipe. Et encore c'est une petite équipe et 2 jeunes en plus.
Mais je pense que c'est normal, il y a un temps d'adaptation qui est différent à chacun et C'est j'essaie de sûr. se forcer un peu. L'important là, c'est d'être à l'aise à la fois dans le travail, mais aussi au Mm. travail. Genre, c'est la volonté de toutes les startups, un peu de réinventer réinventer le lieu de travail. Ouais. C'est avec Raphaël du coup qui m'en parlait avant, qui était un peu contre cette Moi, j'aime pas l'idée de la Startup Nation. contre cette idée de donner les pleins pouvoirs au bien-être des employés. Bah, je trouve que c'est un peu. Enfin, je sais pas comment vous le voyez, mais moi, je vois ça un peu comme. Ok, c'est bien beau. Genre, il y a une belle façade, mais quand tu rentres, bah, c'est comme toutes les boîtes, c'est un truc un peu chiant, avec des open space, mais qui sont pas vraiment des open space, puisque tout le monde a son petit bureau. Antoine, tu m'en parlais. Les gens ont leur petit bureau attitré, et quand tu leur piques la place, entre guillemets, dans un open space, c'est mal vu. Et moi, ce que j'aime pas, entre guillemets, c'est tout l'aspect petit baby-foot, petit billard, les poufs sur le coin. Au final, ok, c'est cool, mais presque personne n'y est jamais. Enfin, j'ai l'impression, à chaque fois que j'ai fait des entretiens là-bas, il y a personne qui est dessus parce que c'est pas confortable ou genre c'est un peu mal vu aussi. Donc je pense que c'est juste, il y a un espace de travail qui est cool, ça je remets pas en cause. C'est bien aussi de se sentir bien et pas d'avoir des trucs genre de la moquette au sol et des bureaux moches type Ikea. Mais que la Startup Nation, c'est pas non plus faire des baby-foot H24 et Léa fulmine. Non, pas du tout. Non, mais j'entends bien parce qu'en fait, avant de rentrer dans ma boîte, c'était exactement le même cliché que j'avais de la start-up, de vraiment un peu ceux qui foutent rien la journée et puis qui attendent que ça se passe, voilà, les levées de fonds qui tombent et puis rien derrière, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, moi, c'est pas l'état d'esprit, pour être dedans, c'est pas du tout l'état d'esprit qu'il y a à l'intérieur. En fait, au contraire, tout ce qui est baby-foot, les petits-déj le lundi, machin, enfin, ce que nous on a en tout cas. Les petites plantes vertes et les bureaux cool, en fait, c'est ce qui nous permet à nous de nous sentir bien, mais aussi d'être productifs, parce que forcément, ça rend, on est plus en contact avec tout le monde. Le fait d'avoir fait un tournoi de baby-foot, en fait, c'est tout bête, mais t'as parlé avec tout le monde comme ça. Ouais. Le fait d'avoir les bureaux un peu cool, machin. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, si par exemple là, c'est la canicule en ce moment, si j'ai chaud, et je m'installe dans un pouf et je travaille. C'est aussi des boîtes qui peuvent se permettre. En tout cas, en start-up, on se permet ça. Je vois par exemple les développeurs dans ma boîte qui ont les pires styles au monde, enfin je veux dire qui sont vraiment à l'aise au taf. On manque pas de respect s'il vous plaît. S'il vous plaît, Moi d'accord. honnêtement je travaille en chaussettes et j'ai aucun problème là-dessus. Non mais c'est vrai, hein, Moi, en pareil, startup qu'est-ce qu'il y a, c'est, Antoine tu viens comme t'es, à partir du moment où tu travailles, il n'y a pas de problème. Donc en ce moment il fait chaud. Tu retires tes chaussures et tout. Ah ouais, on a de la moquette au sol, moi je suis en chaussettes. Mes boss aussi, enfin je veux dire à partir du moment où voilà, après on est peut-être en chaussettes mais de 8 à 21h on est au travailles, on est au travail. Ça c'est une grosse différence avec les bureaux où tu vas être de 9 à 10h, à 17h, à 17h il n'y a plus personne. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, est-ce que ce petit côté un peu qui te motive et qui te donne envie, est-ce que ça se reflète vraiment dans ton taf? Est-ce que tu vois, certes t'es contente d'aller au taf, mais est-ce que ton taf aussi est plus productif? Est-ce que toi tu te sens plus productive, etc. Tu vois? Moi je sais que je suis touchée par mon environnement et que ça a énormément d'importance. Si je suis pas bien dans mon environnement, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui marchent comme ça. Je suis pas très productive si le reste, ce qui m'entoure ne me motive pas. Donc pour moi ça a de l'importance. Je pense que ça n'en a pas pour tout le monde, mais je pense que, moi en tout cas la vision de la start-up a carrément changé depuis que je suis dedans. Parce que tous les clichés, je les avais aussi. Et puis voilà quoi. Moi, si je peux me permettre, je pense que tu as raison dans le sens, c'est hyper important d'avoir un cadre, tu vois. C'est plus dans la communication, la stratégie de communication des entreprises qui limite font passer ça avant. Ouais, dans le style, regardez, vous savez, on a un Yuka et puis on a un baby-foot. Et du coup, venez chez nous. Et alors que... c'est plus dans leur communication, leur stratégie de communication, où tu as l'impression que c'est hyper important et que le reste, tranquille, ça va, le boulot, mais regarde, on a une botte d'arcade, tu vois. Moi, pour avoir vécu les deux, du coup, l'année dernière, j'ai bossé dans une boîte qui était du coup dans le public, j'ai pas honte de me le cacher, et où vraiment l'ambiance était vraiment très bizarre. C'est-à-dire que vu que c'était dans le public, les gens n'étaient pas challengés, les locaux étaient vraiment très bof. Et c'était juste des personnes qui faisaient un travail sans que ce soit passionnant. Ils arrivaient tous à 9h30, ils repartaient à 17h30. C'est même pas forcément que dans le public en fait. Non, c'est sûr. Enfin, moi, je sais très bien que ce boulot, j'ai dit que c'était dans le public, mais ça se rapporte à énormément de grandes boîtes, énormément de vies de personnes dont j'ai pas envie d'avoir la même, quoi. Et j'ai voulu vraiment avoir cette année une expérience dans un milieu un peu plus sympa, où je savais que je pourrais au moins me sentir bien et où je pourrais m'investir pleinement, quoi. Du coup, c'est vraiment ambiance un peu ambiance start-up, tout est très design, très épuré. On a les petits poufs qui, désolé de te manquer de respect Raphaël, c'est un catalogue Ikea ta boîte en fait. Aïe. On a un glustefeu, c'est incroyable. Mais vraiment les petits poufs. On lance le hashtag pas de pouf pour Raphaël s'il vous plaît.
Mais vraiment, c'est incroyable. Enfin, juste me poser dans le pouf à 16h quand je commence à sentir que je suis fatigué et que j'ai envie de travailler autrement. C'est vraiment une liberté que j'aurais pas pu avoir dans un grand groupe. Et je pense que c'est important que les employés se sentent bien au travail. Ça veut pas forcément dire rester jusqu'au bout de la nuit, mais ça veut dire être dans les bonnes conditions pour travailler, quoi. Ouais. Il y a ce côté un peu, moi du coup qui me permet de faire un peu le parallèle, mais il y a quand même un côté dans les stagiaires où tout le monde dit oui t'es ok, t'es en stage, et moi je sais qu'il y a une phrase qui m'avait marqué, donc plusieurs personnes qui m'avaient dit ça, ok t'es en stage, super, tu vas glander, ou d'autres termes qui sont un peu utilisés comme ça, tu vas glander pendant 2 mois, ou plus. J'aimerais qu'on passe un peu de temps là-dessus, le côté, est-ce que vous êtes fier d'être stagiaire, comment vous le mettez en avant, dans vos discussions en règle générale, même en dehors du stage, etc. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez honte déjà de dire qu'il y a un moment, bah ouais, vous avez pris une demi-heure, vous n'étiez pas productif et vous avez osé prendre une demi-heure à rien faire ou à faire autre chose pour être plus productif derrière? Je vous en prie. Bon, du coup, j'y vais. Moi, forcément, que je suis dans une petite boîte, vu que mon impact est énorme, je me sens pas en tant que stagiaire à rien faire de la journée, on va dire. Parce que, voilà, comme je disais, dans une petite boîte, tout est à mettre en place. Donc, forcément, ce que tu fais est énorme. Enfin, pas seulement en quantité, mais l'impact derrière va être énorme. Donc, non, moi, le boulot de stagiaire de faire des copies et des cafés, des photocopies et des cafés, moi, je le connais pas, en tout cas. Je pense pas que ce soit vrai non plus dans un grand groupe. Enfin, si on embauche un stagiaire, c'est que déjà, il y a un besoin derrière. Après, malheureusement, c'est un cliché qui peut s'avérer être vrai. Je sais qu'il y a des expériences de potes ou autres qui disent effectivement on s'ennuie vite en stage. Le tout en fait c'est de tomber sur le stage qui te permettra d'en faire un maximum. Ça c'est pas une question de taille de boîte, c'est pas une question de c'est une question d'activité et malheureusement c'est vrai que parfois les stagiaires on les prend un peu pour les... Et je pense qu'il faut pas non plus avoir peur d'être en demande de tâches en fait, parce que votre stage se passera que Non, mieux clairement. si jamais vous osez aller voir votre tuteur et lui Ouais. dire s'il te plaît challenge-moi, donne-moi des trucs qui m'intéressent. Ça rejoint Mm. totalement ce que tu disais tout à l'heure sur la pause café, le brainstorm, etc. C'est le moment aussi où tu es censé demander du travail, pas forcément pour te donner quelque chose à faire, mais pour te donner quelque chose à apprendre aussi. Ouais. Mm. Et c'est tout le travail du stagiaire, c'est d'apprendre. Ouais. Raphaël, tu voulais rebondir tout à l'heure. C'était non mais faut pas oublier que après surtout que nous on arrive en fin d'études enfin on arrive tous en fin d'études même Mm. et qu'un stage ça peut déboucher après sur un CDD, un CDI, donc je pense que c'est important de De se donner. En plus c'est des stages maintenant de longue date, de longue durée, donc tu as le temps de faire de grosses missions intéressantes et si tu es dans un cadre qui t'épanouit, tu as toujours envie d'avoir plus et pour avoir expérimenté ça dans des jobs d'été, quand tu fais rien, en vrai, c'est pas la belle vie. Hein. C'est un Ouais, Ne enfer. rien ouais. faire, c'est chiant. Ne rien c'est faire, chiant, en c'est fait. extrêmement Et chiant. on s'ennuie très vite et au contraire, on a juste une envie, c'est de faire quelque chose. Donc, Ça t'est déjà arrivé toi du coup de pas ouais. être challengé dans ton boulot? ouais, parce que c'était des boulots qui nécessitaient, des jobs d'été qui nécessitaient pas un gros challenge, quoi. C'était vraiment être présent, quoi, limite. Et du coup, très rapidement, tu te sens. Tu te sens un truc limité. Je m'ennuyais, j'avais beau demander en plus. Après, c'est aussi le problème, pas hésiter à, comme tu disais, demander à faire plus. Ouais. Et le problème après, c'est qu'il y a certaines entreprises où ils considèrent que l'émission de ton stage, ça doit rester dans l'émission, et donc on va pas te proposer plus. Tu sais, t'es qu'un stagiaire, mais quand même pas hésiter à demander. Je pense que surtout en startup, ça doit être passionnant dans ce sens-là, c'est que tu peux avoir un panel de missions qui est limite infini en fait. Quitte à faire sa mission, se dire ok je fais ma mission plus rapidement ou alors je la fais de manière plus efficace, genre je fais pas des pauses les demi-heures parce que ça m'intéresse pas ou parce que ça m'ennuie. Ok, je la fais jusqu'à bout dès qu'elle est finie, et dès qu'elle est finie, je cherche une autre tâche où je vais observer quelque chose d'autre, parce que peut-être qu'on peut nous donner une mission assez précise, ça n'empêche pas d'aller, du coup si on a fini son temps de travail, aller observer ou aller poser des questions autre part dans notre service. C'est un bon truc aussi que tu abordes là, c'est est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire un travail qui juste ne vous intéressait pas ou n'était pas en rapport avec votre convention de stage ou votre volonté d'avoir de travail dans cette entreprise? Oui, moult fois. Quelqu'un La paperasse, le truc administratif Ouais. chiant, le truc qu'on refile un peu aux stagiaires, mais en vrai, même les salariés, ils ont ce genre de tâches à faire, donc c'est pas non plus. Et puis il faut tout voir, les stages c'est pas forcément un truc. C'est pas le truc ouf tout le temps, des fois tu fais un truc ouf, des fois tu fais de la paperasse qui est nécessaire. Un peu comme la vraie vie quoi. Un Ouais. peu comme la vraie vie, c'est chiant. Être adulte, c'est chiant. ouais. Non. Ah, du coup, ouais. Souvent des tâches annexes pas forcément intéressantes, mais bon, c'est un passage. Vas-y je t'en prie Léa. Moi, je voulais rebondir sur le fait que, en fait, au début, on peut se sentir un peu limité dans un stage parce qu'on n'a pas tout encore découvert.
Mais il faut se dire aussi que les recruteurs, non, les personnes autour de nous, elles vont aussi nous apprendre au fur et à mesure. Et ça, c'est pas un truc auquel on se rend compte dès le début. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu frustrée parce que parfois, je me sentais un peu limitée et j'avais l'impression de faire un peu les choses facilement. Mais en fait, je me rends compte que vu que voilà, j'avais montré aussi de ma personne, et ben l'échelle montre, je monte encore une échelle et là, on me donne encore plus de choses. Donc en fait, faut pas avoir peur aussi de se dire que je suis pas en mesure de comprendre tout dès le début, qu'ils vont pas tout nous donner dès le début et que ça va être au fur et à mesure aussi de l'évolution dans la boîte où les recruteurs vont nous donner au fur et à mesure des choses. Ça, c'est un truc auquel j'avais pas compris et du coup, je me sentais un peu frustrée. Après, oui, la paperasse, bon, en logistique, il n'y en a pas tellement, mais faire des tâches ingrates, il y en a forcément. Mais après, comme vous disiez, c'est la vie. Je me En fait, permets de faire un petit parallèle avec ce que tu as dit. Le fait d'aborder des tâches qu'on connaît pas forcément, etc. Est-ce que c'est un truc qui a été un sujet que vous avez abordé pendant votre entretien, du genre, ok, si jamais j'ai cet entretien, comme on me pose comme une possibilité, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, sur quoi je pourrais me renseigner avant d'arriver à mon stage, est-ce qu'il y a je sais pas, du vocabulaire ou des domaines plus précis sur lesquels je pourrais me renseigner avant d'y aller? Je vois que Raphaël hoche la tête, c'est pas très radiophonique, mais je vous le décris. Non, moi je voulais relever. C'est pas en Lyon. Tu disais un truc hyper juste, c'était t'es pas censé savoir tout faire en fait, t'as un stage donc t'es là pour même apprendre. au début, hein, on te demandera pas de faire tes devoirs avant d'arriver. Ok. Et puis t'es un Enfin, stagiaire. je donc, Pas, en tout cas, dans mes expériences, on m'a jamais demandé si de me mettre à jour peut-être sur la boîte et sur ce qui a été fait récemment, mais tu l'as déjà fait parce que tu as fait ton entretien de toute façon. Si Donc, vous êtes un techniquement, si on a fait notre travail. stagiaire. Voilà, mais non, on te demande pas d'apprendre à faire quelque chose avant même que tu sois arrivé dans la boîte. Hein, c'est pas. C'est pour ça Ok. que les offres de stage où il y a marqué savoir obligatoirement savoir faire ça, Plutôt éviter du coup. pas éviter, mais ne pas avoir peur de dire tiens bah. Non, je sais pas et j'apprends. Ouais, à faire. je sais pas, et le but d'un stage c'est d'apprendre et de dire au contraire, bah moi si je viens dans votre boîte c'est pour apprendre, développer ses compétences. Moi par exemple, il y a un aspect RH dans mon futur stage. Il y avait marqué ce n'est pas obligatoire d'avoir une formation RH, bah, je l'ai précisé, je lui ai dit bah moi je connais rien à la RH à part les cours que j'ai eu. Elle m'a dit bah c'est pas grave, tu vas apprendre sur le terrain. C'est ça ce qui m'a motivé aussi de savoir que j'allais apprendre des trucs et Ouais, c'est sûr. Du coup, on parlait de tâches ingrates, ça rejoint aussi parfois un autre thème. C'est est-ce que vous avez déjà eu des désaccords avec les personnes de votre N+1 ou même avec les personnes de votre entourage du coup au travail? Des choses qui se sont mal passées ou des choses N+1, c'est votre supérieur au cas où. Est-ce que du coup il y a des choses qui vous ont un peu taquiné lors de vos différentes expériences? oui, avec un N+2 carrément, un directeur. Oui. Très très atypique comme personne. Te justifie pas, s'il te plaît. Qui était, non mais quelqu'un, ouais, voilà, un personnage haut en couleur. Et c'était lors d'un rendez-vous client où on devait présenter. J'avais créé un projet dans ma boîte et ça devait être moi qui devais le défendre. J'avais tout géré de A à Z. On m'avait demandé. En plus, tu parlais d'initiative, j'avais fait ça. Donc moi, j'étais hyper fier d'arriver en rendez-vous client et de pouvoir défendre mon projet pour avoir un gros contrat à la clé. Et cette personne étant très bornée a décidé que non, il m'avait dit, je me rappelle juste avant qu'on rentre dans la salle, il m'a dit bon, t'es stagiaire, tu fermes ta gueule et tu me laisses parler quoi. Moi j'ai fait joli. yes. On le salue. Sympa ce petit homme. Oui, donc voilà, j'ai hésité même à parler, à dire bonjour, je suis là. Et du coup, il a défendu mon projet à ma place. Je persistais et du coup ça a été un échec. Donc monsieur, si vous m'entendez, je persiste signe qu'il aurait dû me laisser parler, mais du coup ouais, des agréments avec ça. Du coup ça m'a. En plus c'était la fin de mon stage. Ok, donc J'en ai parlé à ma supérieure N+1 qui m'a dit laisse tomber, il est comme ça. Mais Je suis désolé, je vais me faire un c'est ta petit vieille peu école, l'avocat du diable, Oui. mais je déteste cette phrase. Et mais c'est en très fait, français. ouais, c'est très français. Mais est-ce que bon, peut-être que l'idée aurait pu paraître plus crédible entre guillemets proposée par lui, mais juste il aurait pu te l'amener différemment quoi. alors je me suis remis en cause, je me suis dit j'avais pas non plus l'idée parfaite, mais faut savoir qu'il il était très en fait il était connu dans la boîte pour à chaque fois qu'il faisait un rendez-vous client, ça ratait. Mais comme il était le directeur, bah, il avait un standing à tenir. Et donc il avait un standing à tenir et donc aller au rendez-vous client. Donc non, moi aussi évidemment je pense que le projet n'était loin de là pas parfait, mais qu'il aurait peut-être pu aboutir, mais il était connu pour rater la plupart de ses rendez-vous. Bomber les interviews quoi, Ouais, je pense qu'en vrai avec j'aurais eu l'appui de ma N+1 qui elle était excellente en rendez-vous client. Le projet aurait pu passer, on aurait pu le vendre, mais là
ça n'a Ouais. pas marché. Et du coup, des désaccords plutôt sympathiques. Et comment on a pu éviter ça, dans le sens peut-être préparer, enfin en parler avant le rendez-vous à d'autres personnes du coup de ton idée. Comment ça se fait qu'il te l'ait dit juste avant le Ouais, c'est rendez-vous ça, en et fait, pas, qui me- pas avant en fait Parce qu'il est imprévisible, il était imprévisible. Ouais. Après, j'aurais pu le pitcher bien avant, lui expliquer, c'est un truc nouveau, donc en vrai, aussi peut-être ma faute de pas avoir dit, voilà, c'est comme ça que le projet, je l'imagine, c'est comme ça qu'il faut le vendre. Je sais pas, peut-être qu'il aimait pas qu'un stagiaire propose quelque chose de nouveau. Ouais, ouais. Il est très la vieille école. Ouais, je pense qu'avec mon Main plus 1, ça aurait pu passer parce qu'elle aurait pu me dire tout de suite là où j'aurais corrigé d'elle-même tous les trucs Ouais. pour le proposer lors de rendez-vous client. Mais ça se comprend aussi, t'as beaucoup de boîtes et de personnes qui juste veulent pas prendre en considération la vie d'une personne qui a 19 ans ou 18 ans. Ouais, c'était ça. Et enfin, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, en particulier sur les réseaux sociaux, du fait qu'ils sont pas du tout entendus. Du fait qu'ils sont pas du tout entendus. Et en particulier, alors, moi, ça me fait penser à une histoire aussi l'année dernière, où juste, moi, j'avais juste une tâche, je devais la faire, et après c'était fini quoi. Même quand je demandais du taf, c'était on verra la semaine prochaine quand quand on aura réfléchi à ce que de te donner une nouvelle tâche. Et au final, à chaque fois, en fait, c'est des personnes qui veulent pas faire confiance à quelqu'un de plus jeune qu'eux, quoi. Je t'en prie. Non, juste pour les. Est-ce que c'est pareil j'imagine ils sont plus jeunes ta hiérarchie. Et est-ce qu'ils t'écoutent plus ils ont pas l'aspect du c'est une stagiaire donc j'écoute. Ils se remettent en Forcément, cause au ou- début, j'étais pas toute seule dans mon travail, il m'épaulait vachement. Mais en fait, avec mes 2 N plus 1, mais alors moi, c'est peut-être atypique aussi ce que j'ai, c'est qu'en fait, ils ont une certaine façon de travailler, ils kiffent faire des choses plus que d'autres. Et en fait, il s'avère que tout ce qu'ils kiffent pas faire, moi, j'adore les faire. Donc en fait, tous les trois, on travaille d'une certaine manière où on va se diviser les tâches et on sait que moi, ça va être mon truc parce que ça, je kiffe le faire. Mais c'est vrai qu'on est tous les trois quand même sur le même piédestal parce qu'après, ça reste une toute petite structure, parce qu'on monte un projet ensemble, donc forcément c'est peut-être pas forcément valable pour tous les futurs stagiaires qui nous écoutent, mais en tout cas moi ce que j'ai essayé de faire aussi dès le début, c'est d'imposer mes préférences. En fait c'est peut-être un peu gonflé et audacieux de dire ça, mais moi dès le début on m'a mis sur certaines tâches que j'adorais faire, j'ai montré que j'adorais les faire et leur dire dès le début ça moi j'adore le faire, laissez-moi le faire et le prendre de A à Z en main. Je parle du reporting et d'audit qui est quand même super important en plus en logistique, mais ce que mes N plus 1 ne kiffent pas du tout faire. Par contre, il m'est déjà arrivé aussi d'arriver dans des impasses où en fait on me demandait de faire quelque chose d'une manière assez tordue. Moi j'arrivais devant des lignes de code, je pouvais pas déchiffrer le code. Et en fait là mes N plus 1 sont arrivés en mode Léa, tu peux pas faire ça toute seule, par contre on veut bien te laisser des libertés, mais il faut aussi qu'on t'explique les choses quoi. J'ai cassé la gueule aux deux. Non, mais parce que nous aussi, on est très pro, mais aussi on se voit aussi en dehors du taf, donc c'est aussi facile de parler de ça avec mon équipe. Ok. Donc voilà. Mais les conflits au travail, après, c'est comme partout, il y en a. Hein. Enfin, Et Raph, toi, est-ce que tu as eu d'autres conflits à part du coup avec ce monsieur très charmant et atypique? Non, pas de conflit apparent. Après, il y en a forcément au travail. C'est vrai que beaucoup plus. En fait, c'est comme au collège. Les gossips, les trucs comme ça. Il y en a aussi au taf, beaucoup. ouais. Mais sinon, Je pensais vraiment que ça allait disparaître, cette ambiance Oh que non. de non, gossip et c'est tout pire ça. encore des fois. Ah oui. Ouais, c'est. On veut pas savoir dans ton expérience, mais tu peux inventer des noms hein, si tu veux. Si tu veux lancer, Commence par Linda par exemple. Et Joseph. Parce que moi, Raphaël, tu m'avais parlé d'une histoire où juste c'était pas un conflit vraiment avec ton entreprise, mais c'était plus un conflit avec on va dire la philosophie Conflit de l'entreprise. d'intérêt, on va dire. Ouais. C'était assez intéressant. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Alors, c'est l'histoire de Raphaël, le stagiaire, au milieu des scientologues. Et Et c'est ce monsieur, donc je te disais, qui était un scientologue reconnu. C'était Tom Cruise. On va pas- Non, mais dans la scientologie de Paris. Et apparemment, j'étais tombé dans la boîte où ça recrutait. Donc, il y avait notamment une chef de projet. En fait, j'ai découvert ça comment? Une chef de projet qui travaillait de 7h à 10h, 2 fois par semaine, mais qui avait le même salaire que les autres chefs de projet qui, eux, travaillaient toute la journée, toute la semaine. Chose un peu intrigante. bah oui, quand même. Ouais. Une femme d'une quarantaine d'années. Et donc, au détour d'un projet, j'avais demandé qui était cette personne qui avait un emploi aidé. Ma tante, elle passait par la rue du Et en fer. fait, c'était une personne très très influente dans la scientologie de Paris. Oh. Et j'ai découvert que en fait, il y avait des conflits d'intérêts au sein. C'est pour ça que je te disais les gossips, les conflits dans la boîte, parce que les autres salariés ne l'étaient pas. Et ça les dérangeait extrêmement. Il y avait la dame qui s'occupait de l'entretien,
la femme du patron et le patron lui-même. Et ça pouvait, il y avait des gros conflits, puisqu'il arrivait régulièrement que les stagiaires les plus vulnérables avaient le droit à un entretien privilégié avec le patron dans le bureau pour discuter de la scientologie et de ses bienfaits. Charmant. Donc moi, j'y ai pas eu le droit. Mais je sais qu'il y a plusieurs... ouais, je sais pas pourquoi, mais en vrai, j'aurais bien aimé. Juste pour voir. Pour voir. Et puis, non, mais par exemple, autre anecdote, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un type d'une 40aine d'années qui se baladait en peignoir dans la boîte, Hey, salut. faisant beaucoup de photocopies. Dominique Strauss-Kahn. Peut-être. À l'intervention. Et du coup, on ne savait pas qui c'était. Et c'était un scientologue américain qui faisait un stage de repérage. En peignoir. Non, mais en fait, il vivait dans les locaux et il profitait de l'imprimante pour imprimer Des tout ce trucs qu'il voulait. finalement. des flyers ou je sais quoi. Ah, Ou d'accord. je ne sais quoi. Donc voilà, conflit d'intérêt surtout dans la boîte. Et ça t'a fait quoi, toi, du coup, de savoir que tu. Parce que, du coup, est-ce qu'il y avait vraiment un conflit d'intérêt? Parce que s'il touchait pas à l'argent, en fait, ou que ça intervenait pas dans le travail, c'était Non, plus. mais c'était plus un stagiaire qui a 18-19 ans. Essayer de le recruter, parce qu'on parle quand même, je pense, d'une secte reconnue comme telle. Donc je t'avoue que... Nous ne sommes pas responsables des dires de Raphaël. Non, mais du coup, c'était particulier. Moi, je l'ai pas vécu, donc je peux pas savoir. Ça se trouve, c'est beaucoup de Bien on-dit, sûr, mais et puis aussi sur un sentiment d'injustice vis-à-vis de la personne, du coup, vis-à-vis des autres chefs de projet. oui, par voilà. rapport Mais après, à la c'était, grande prêtresse. c'est surtout dans la manière dont on aborde avec les stagiaires. Ouais, Après, c'est sûr. il y a aucun problème. Enfin, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, et tant que ça n'influe pas sur le business de l'entreprise, c'était pas. Ouais, c'est ça. Ok. Pas de transition parce qu'il n'y a pas de transition dans cette émission. Ça arrive. Bien vu. Si on peut parler rapidement des erreurs, si vous en avez eu, que vous avez fait, des erreurs et des recovers. Ouais, recover, ouais, pas de souci. Antoine, si tu veux traduire, n'hésite pas. Comment est-ce que vous êtes racheté après une erreur dans votre entreprise? Et s'il y a eu besoin de se racheter ou pas. Alors pour ma part, j'ai pas fait d'erreur majeure, on va dire non plus. Léa parfaite. Voilà, n'hésitez pas Léa à quoique recruter. Si, en fait, mais enfin, si, j'ai fait des erreurs parce que l'erreur c'est humain, voilà. En fait, le tout c'est de savoir après comment l'appréhender. Bon, évidemment de s'excuser, mais enfin, le plus important, je pense, c'est de comprendre son erreur, d'essayer de mettre en place un schéma ou un process pour ne pas refaire cette erreur. Après, ça va forcément arriver en stage, ça va forcément arriver de se planter à un moment donné. Faut pas que l'erreur soit majeure non plus. Mais moi, je sais qu'une fois, c'était quand je travaillais aux Galeries Lafayette, j'avais laissé un frigo ouvert. Il y avait plus de 20 000 euros de produits là-dedans. Ouh, Donc, 2000 produits, ça c'était quand même un très gros frigo. Ouais, c'était les frigos de masse là, qu'il y a au sous-sol. Enfin, un truc énorme quoi. Bon, après, je travaillais dans une marque de luxe donc. Je pensais vraiment faire une vanne. Je pensais pas du tout que ça allait à ce niveau-là. Et donc, tu Non, t'es je fait pense que virer. C'est le pire que j'ai pu. Non, ma boss était très très en colère. Et pourtant, elle était vraiment coriace cette femme. Mais après, voilà, c'est une erreur. Ça pourrait arriver à tout le monde en fait. Bon, là, c'était une porte de frigo, mais ça a pris n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde. Le plus important en fait, c'est de savoir comment est-ce que derrière on met en place quelque chose pour ne pas refaire cette erreur. Après, Ok. faire une erreur, ça peut aussi venir de l'employeur ou de nos N+1 qui nous ont pas assez. Peut-être. C'est intéressant ce que tu dis parce que ouais. moi, du coup, je pensais à comment on peut se protéger pour pas que à un moment ils disent ouais, bah, c'est la faute du stagiaire. Voilà. Comment on peut Non, réussir à se ouais, non, protéger? mais, Est-ce que vous avez des tips pour se protéger là-dessus? Je pense que notre statut de stagiaire nous protège entre guillemets, parce qu'on a Ouais. le droit de l'erreur. C'est ça, on est là pour apprendre quoi. Et, Ouais. et après, les chefs de projet ou les nos maîtres de stage prennent l'erreur sur eux aussi des fois, en disant Ok. c'est moi qui ai instruit le stagiaire, donc ça revient un peu sur moi. Mais de toute façon, à moins de faire une Jérôme Carvial et de couler une boîte, je pense pas qu'il y ait moyen On salue. On l'embrasse. qu'il y ait d'erreurs majeures. Après, comme tu disais, c'est des erreurs, c'est excusable, on est là pour apprendre. Donc, Ouais. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire des erreurs, justement. Oh là là. Après, tu en rajouteras du rejoignant, violon. Batman. En rejoignant les erreurs, je pense à un truc moi, auquel j'ai ressenti là récemment, parce que j'en étais à la moitié de mon stage et je me suis rendu compte que personne me disait, en fait, personne me faisait de retour aussi sur ce que je faisais de manière générale. Ce qui est important aussi, c'est de demander en général très souvent, ben voilà, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que tu penses que je peux m'améliorer, tout ça, parce que ça va pas forcément se faire ressentir sur des erreurs, mais ça peut être des choses que les N+1 n'apprécient pas forcément. Ce que nous les stagiaires font au quotidien, mais voilà, le tout c'est de demander très régulièrement en fait où est-ce qu'on en est, et les employeurs aussi, c'est important qu'eux aussi demandent comment est-ce que eux se sentent par rapport comment est-ce qu'ils nous impliquent dans la boîte, etc., notre évolution, tout ça, mais demander un point aussi avec
ses managers, je pense que c'est important. Ouais, voir régulièrement pour faire un bilan sur ce que tu as Ouais. appris et ce que tu as à faire. Carrément. C'est vraiment important au détour d'un café ou même d'une réunion un peu plus, Au détour longue. de Quoi. oui. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour. Et qu'on peut maintenant vous introduire une petite chronique un peu particulière. Les bons... Antoine, je t'en prie. Ah, merci. Les bons plans du stagiaire. Donc, on a demandé aux invités de venir avec un petit bagage, des meilleures astuces afin de profiter de l'été en étant stagiaire, de profiter au maximum de sa vie. Je propose qu'on commence par Gabriel. Oh, Qui qui a n'est lourd- pas un lourde invité, hein, responsabilité. merci s'il te plaît Antoine. Non, moi par exemple, petit tips. Je sais qu'on est dans une génération, en tout cas, on stream beaucoup de choses, on regarde beaucoup de choses, notamment la génération Netflix qui plus est. Et donc, j'aimerais vous parler d'un petit tips, voilà, c'est peut-être que des gens le connaissent, etc. Mais il y a des extensions qui existent, donc pour Chrome et Firefox par exemple. Une extension qui s'appelle Hola, donc vous pouvez vous renseigner pour regarder ce que c'est, etc. Et ça permet d'obtenir l'accès aux comptes, par exemple Netflix, etc. Mais les autres pays. Donc en fait, on choisit le pays dans lequel on veut se situer, etc. Et donc on peut avoir accès aux autres types de plateformes qui sont disponibles en liant ce même compte. Donc avoir un compte Netflix en France et pouvoir accéder au compte Netflix des États-Unis, où il y a justement d'autres contenus, etc. Et ça marche aussi pour d'autres types de plateformes de streaming, etc. Hulu, les plateformes Ça Amazon. s'appelle comment? Hola, H-O-L-A. Ah, tu connaissais pas non plus? Non, du tout. Et bah J'apprends. voilà. Après, J'apprends. parce que pour moi, ce tips date de 2014. Mais bon, après, Enchanté j'étais sous- Gabriel sûr, de on est dans la tech. 2014. Ouais, excusez-moi, Je sais je pas. maîtrise. Hein. C'est un- Ouais, non, Je code en Python. C'est comme les systèmes de VPN, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, NordVPN, si vous voulez nous sponsoriser, Ah, bon, c'est bien. vraiment donner. Salut Netflix, n'hésitez pas aussi. Voilà, c'est Euh, mon petit tip, moi, et du coup, ça peut permettre de regarder plein de contenus différents et très variés. Raphaël, quel est ton petit tips pour l'été? Alors, moi, parce que je suis actuellement, du coup, vu que j'ai mon stage, à la recherche d'un job étudiant, d'été, un job d'été. Il y a plein de plateformes, et là, j'en ai découvert pas mal en ce moment. Donc, je vais balancer du name dropping. Il y a Topivo. On les balance ici, on Majordomes, balance. Hein. Topivo et Student Pop, je crois, qui sont 3 sites assez fiables pour avoir des jobs d'été selon la durée et notre CV. Et ça nous permet La d'avoir... durée qui font des très bons macarons, excuse-moi. Oh là là. Ouais, Le ça va, boss, pardon, le pardon, boss, pardon, à mais la par fin exemple, d'émission, ça va le mec de- se lâche. compliqué, là. Ça va de l'accueil de personnes dans des stades, des concerts, à la distribution de flyers, à la distribution, vous savez, d'Oasis dans les rues ou de ce Donc que tu vous choisis voulez. tes missions, c'est ça? Je crois que tu as un panel de missions, tu peux choisir, qui sont plus ou moins variables et plus ou moins payées. Donc c'est assez facile d'accès, c'est surtout pour ça que j'en parle. Pas trop long à postuler et plein d'offres. C'est comme de l'intérim, mais Ok. en job d'été, ça paye bien. Voilà. C'est un très bon plan. C'est vrai que c'est pas bien astucieux. Léa, est-ce que tu as un petit plan? L'été, rester hydraté. Oh là là, c'est oh beau. là là. Le plan canicule. Alors à la station Surtout en Saint-Lazare, ce ils moment. distribuent des petites bouteilles d'eau cristalline. On salue tous les bons plans d'EHPAD de Léa. C'est les marchés, les abricots sont super bons. Foncez-y. Appelez Des vos fruits de grands-parents. saison, s'il vous plaît. Grave. Non mais voilà, et toi Antoine, parce que tu me parles, mais bon. Bah écoute, moi aussi je pense que mon plan date de 2014, mais c'est en particulier les séances de cinéma gratuites en plein air qui pullulent dans la capitale et dans toutes les villes de France. Un joli verbe pullulé en tout cas. Ah bah, c'est- Je pense par exemple assez Rappel- récemment là. assez récemment au Parc Montsouris, il y a eu OS 117 qui a été diffusé. Donc meilleur endroit pour les dates, hein, je recommande. Et il se trouve qu'en plus il y a une autre rediffusion de OS 117 qui sera disponible sur les Champs-Élysées et qui est un concours où tu peux participer en mettant le nombre de tes potes que tu veux ramener avec toi. Et c'est un Ou tirage y au aller tout sort. seul. Ou si t'as pas de potes. Si t'as pas de potes. On pense à tout le monde ici. T'as vraiment le cœur sur la main. toi. Abbé Pierre. Mais il y a également La Villette qui propose des séances de cinéma assez régulièrement pendant l'été, du 17 juillet au 18 août. Donc je vous conseille, c'est vraiment pour les grands amoureux du cinéma et du rosé en terrasse. Ce sera le meilleur bon plan pour moi, c'est de prendre l'air avec ses amis, quoi. Passer C'est du beau. temps avec ceux qu'on aime, Waouh. appeler ses grands-parents, boire de l'eau. Le super bon plan de l'été. Bon, bah, j'espère que voilà comment on va clôturer le premier podcast, le premier Summer Intern Talk. Je J'espère pense que qu'on vous peut êtes s'applaudir. Hein. Oh, on va s'applaudir, Voilà. attention, on lâche le micro, mic drop. magnifique. Ça a été un plaisir de passer un aussi bon moment avec vous, Raphaël, Léa et forcément Merci. Gabriel. Moi aussi, Ah, merci merci. beaucoup. Merci pour à vous. l'invitation. N'oubliez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Copains d'avant. On espère vous revoir tout le long de l'été.
N'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi Ouais. si vous avez des bonnes idées, si vous En voulez MB. participer ou juste avoir un retour. Quant à moi, du coup, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et poser des questions pour les podcasts à venir, sachant que le prochain sera normalement Bientôt. très bientôt. Allez, voilà. gros bisous, à la prochaine, profitez de votre été. À bientôt, au revoir. Au revoir.